Donc, écoutez, bienvenue à un nouvel épisode, dans le fond, du podcast de RDL Canada. Donc, c'est très cool. Aujourd'hui, je me présente Anthony Vizina et j'accueille Marianne Spear. Donc, Marianne, prends le temps de te présenter tout simplement. Bonjour Anthony, je suis contente d'être avec toi aujourd'hui. Moi, je suis une étudiante là, à l'Université du Québec à Rimouski en bac en administration des affaires profil finance. J'ai aussi une émission à ma TV, la chaîne citoyenne de Vidéotron, Mhm. depuis quasiment 4 ans qui s'appelle Parler d'argent, c'est pas stressant. Avant, j'ai fait mon DEC en services financiers. Donc, je baigne vraiment dans tout ce qui est éducation financière. Depuis 2 ans aussi, je donne beaucoup d'ateliers aux nouveaux arrivants sur le système d'impôt au Québec et au Canada, puis aussi sur les finances personnelles en général, mais on s'entend que ce qu'ils veulent surtout entendre, c'est comment ça se passe au niveau des impôts et des taxes ici. Yep. Ouais, donc c'est un peu ça. Je suis à mon compte dans le domaine de l'éducation financière, mais vraiment, je suis partie dans ce domaine-là parce que moi-même, je voulais en apprendre, puis j'en apprends encore. Fait que je t'avouerais que je grandis pas mal avec le monde qui me suit, puis moi-même, j'en apprends tous les jours, là. Super. Que je pourrais pas leur en apprendre, là. Donc, c'est très de base qu'est-ce que je fais, mais je pense que c'est important d'établir la base. Ouais, tellement d'accord avec toi. Puis c'est cool, mais comment que, dans le fond, t'es venu à aller, ton émission de finance et tout ça? Est-ce que c'est toi qui as parti ça? Est-ce que tu as des partenaires? Comment, je veux savoir comment ça fonctionne. OK. Ça a commencé, j'étais dans ma première session de cégep. Puis moi, j'avais vraiment comme idée que quand on terminait le secondaire, là, c'était la vraie vie. Puis le cégep, Ouais, le ben monde oui. professionnel, tu sais, des fois, on a des idées, là. Mais Ouais. pour tout le monde, ça avait l'air clair que non, le cégep, c'était genre shaker. Puis pas genre pas une mission de finance personnelle. Mais j'avais vraiment comme pas ça en tête. Fait que quand je suis arrivée dans ma technique que j'adorais en passant, j'ai tout de suite cliquer avec les professeurs dans le sens que c'était pas mes grands chums, là, mais je pense que pour des gens peut-être qui commencent le cégep, ça peut être un bon cue de savoir si les professeurs, quand ils parlent, la manière qu'ils interagissent, si vous trouvez que c'est des types de personnes avec qui vous aimeriez travailler, c'est un bon indicateur quand c'est une technique, parce que Mhm. technique, souvent, c'est des gens qui ont travaillé dans le domaine. Fait que moi, c'était ça. Puis, la, elle qui s'occupe du club entrepreneuriat du Cégep Sainte-Foy a passé dans la classe, puis a demandé qui voulait participer. Moi, je me suis dit « go ». J'étais sûre que tout le monde allait lever sa main, j'étais la seule. Nice. J'étais sûre. J'étais comme « ben voyons », je me disais « voyons, c'est sûr qu'il y a d'autres mondes », mais non. Tu vas être intéressé, mais non, c'était toi. Ouais, puis je savais tellement pas c'était quoi l'entrepreneuriat en passant. Tu sais, pour moi, un entrepreneur, c'était en construction. Ben, pas pire, celle-là, juste pour me positionner, t'avais quel âge dans ce temps-là? 17, 17, puis là, t'as 21. 21. Ok, super, excellent. Ouais, fait que je suis rentrée dans le club entrepreneuriat à Sainte-Foy, puis à chaque année, pour faire Hmm. partie du club, puis pour que le club existe, Right. il fallait créer un événement. Puis là, cette année-là, les gens qui étaient dans le conseil d'administration, sauf moi, étaient pas mal tous en dernière année. Fait que, tu sais, ils étaient dans le gros rush de leur fin de DEC ou de leur fin de cégep. Puis il n'y avait pas vraiment d'idée de projet. Fait que moi, je me suis dit, bon, on pourrait donner une conférence sur les finances personnelles, inviter des Hmm. conseillers, puis faire ça un peu en style 5 à 7. Puis c'est ce qu'on a fait. Ça a super bien été. Il y a eu environ 90 personnes qui sont venues. Et par la suite, ma mère qui est en communication, elle m'a dit « Marianne, tu avais vraiment l'air d'aimer ça. » Tu sais, c'est pas moi qui donnais la conférence. Comment on avait arrangé ça, c'est que c'était des conseillers ou des experts qui Ok. venaient. Puis ils Ouais. étaient jumelés à un jeune du club Ok. pour que l'animation soit un peu plus le fun. Puis il y avait 3 conférences dans la soirée. Les gens, ils passaient de conférence en conférence. Fait que pour pas que ce soit non plus 2-3 heures, c'était comme 30 minutes chaque. Hmm. Ma mère a dit, t'as vraiment l'air d'aimer ça. Puis elle est dans les communications. Elle avait vu une offre passer à ma TV pour être chroniqueuse. Mhm. Pour leur émission d'été, elle m'a dit, est-ce que tu aimerais aller faire l'édition? J'étais là, ben oui, let's go. J'allais passer les auditions. Puis à la fin de l'audition, le directeur de programmation à ma TV, il m'a dit, tu sais, Marianne, à ma TV, tu peux déposer un projet d'émission. Puis on a vu avec ton profil le projet que tu avais fait à ton école et tout. Fait que si tu aimerais, mon Dieu, si tu veux, On s'aime pas les raies. si tu veux déposer un projet Ouais. d'émission qui irait dans le même sens que le projet que tu as fait à ton cégep, je pense Hmm. qui fonctionnerait pour le poste. Fait que j'ai monté le projet, je l'ai déposé. Ça a pris quand même longtemps, là, le processus. Je dirais, quand on a tourné la première saison, j'avais 18 ans. Ça a comme pris 1 an entre le dépôt de projet puis qu'on commence le tournage parce qu'entre-temps, il fallait écrire le concept, penser au concept, puis tourner un pilote aussi.
Fait OK. Un pilote, juste pour expliquer, dans le fond, c'est un épisode test pour voir si le show va fonctionner, exact? OK. exactement. Fait que, tu sais, un pilote, par exemple, pour quelqu'un qui serait intéressé Ouais. à faire ça, tu sais, vous pouvez le faire par vous-même. C'est sûr qu'aujourd'hui, avec les téléphones et tout, c'est quand même assez faisable, là. On a la technologie souvent à notre disposition. Ah. Mais ma TV avait proposé de m'aider à tourner le pilote. Fait que ça avait été leur équipe qui m'avait aidé, mais c'est possible de faire soi-même aussi, là. Il y a beaucoup de shows que c'est fait maison, les pilotes. Parce que c'est juste pour donner Oui, OK. c'est voir comment que la personne est à l'aise devant la caméra, le fil conducteur a l'air de quoi. Fait que Puis toi, tu avais accès à l'équipement professionnel, donc tu as dit, bon, let's go, on va le faire. T'sais. ouais, vraiment. Tu sais, c'est pas du tout. Déjà que c'était pas mon domaine, les médias, même si c'est plus communautaire, citoyen. Right. Tu sais, je me sentais pas à l'aise. Ça fait peut-être 1 an que je commence à comprendre que c'est mon projet, puis que je peux dire, oh non, on va refaire la take, ou on peut-tu ajouter ça à la fin? Tu sais, moi, j'étais comme, je vous sors les sujets, les invités, mais après, faites ce que vous voulez. Mais là, j'ai compris que j'avais un peu mon mot à dire aussi, puis on travaille plus en équipe. Fait que ça a commencé comme ça. Puis les deux premières saisons, c'était à l'extérieur. Donc, on tournait dehors. Oui, c'est vrai, j'avais vu ça. Ouais, c'était super le fun. C'était tout un challenge, par exemple, parce que dehors, il y a plus de bruit. Mais juste le vent avec les micros, c'est la fin du monde. T'entends presque pas. Faut vraiment que tu te positionnes bien. Là. Ouais, puis on tournait en 2 semaines toute la saison. Fait qu'on tournait 5 à 8 entrevues par jour. Là, à un moment donné, je me suis endormie dans mon char après. Pas vrai? Ah, wow. Ouais, puis je me changeais dans mon char parce que tu ne peux pas être habillé pareil pour 2-3 émissions. Fait que ça a été ça les 2 premières saisons. Puis là, on est en studio. Wow! Non, mais j'ai vu votre studio, ça a l'air, parce que c'est génial. Puis votre studio est à Québec ou? Oui, il est à Québec. Donc, c'est ça. C'est à Québec, exact. Donc, toi, c'est projet chez toi, puis tu fais ça. C'est quoi ta cédule de la semaine? Ça ressemble à quoi, par exemple? On tourne 2 épisodes aux 2 semaines. On commence les tournages, il y a la saison d'automne, la saison d'hiver. Habituellement, on faisait toujours juste une saison d'automne. Là, c'est la première année qu'on a fait automne et hiver. Donc, on tourne 2 épisodes, puis après, ils sont diffusés pendant les 2 semaines. Fait qu'on prépare les 2 autres pendant cette semaine-là. Puis après, on tourne encore 2 autres épisodes. Fait que ça suit quand même comme ça. Ça se défile vraiment vite. C'était la première année qu'on faisait ça comme ça. Comme je te dis, avant, on tournait en 2 semaines one shot. Fait que là, j'étais plus tout le temps là-dedans. Ça a permis d'avoir une meilleure qualité, je pense, de l'émission, vraiment. Une meilleure qualité des sujets. Mais c'était beaucoup plus de temps et je me sentais comme toujours là-dedans. Mais ça m'a montré à quel point j'aimais ça aussi. Fait que là, je vis un peu une crise d'identité, de me dire, ah, mais là, tu sais, moi, je fais mon bac en finance, je vais être planif. Mais l'émission, je trouve que ça va vraiment bien. Puis, il y a de plus en plus de place à de la vulgarisation, à des plateformes, à faire de la télé, mais sans nécessairement faire de la télé. On peut faire un podcast comme ça, on peut... Il y a de différents types de médias qu'on peut faire connexes, là. C'est super. Non, c'est cool. Puis je sais pas si tu peux relate à ça, tu disais tantôt là, que tu étais super passionné par ce que tu faisais, puis moi j'ai une réalisation il y a quelques semaines que, ok, depuis que je me lève le matin, depuis quelques mois, je suis passionné, je me lève, il n'y a pas de souci. J'ai hâte de faire ce que je fais en ce moment, soit de faire des entrevues avec des podcasts, travailler dans ma compagnie d'impression, donc tous les aspects dans mes études aussi. Donc tous ces aspects-là de ma vie, en règle générale en ce moment, je suis très épanoui, puis on dirait que j'ai un chemin clair, tu sais. Je sais exactement quoi faire. Je sais pas si toi tu as vécu un peu ce sentiment-là ou cette réalisation-là. Ça a plus été le contraire, mais c'est sûr que moi, je suis tombée malade il y a 1 an. En gros, j'avais plus vraiment d'énergie, puis j'étais encore en train de reprendre. Puis j'ai toujours été quelqu'un qui avait plusieurs projets en même temps. D'un autre côté, l'émission, c'est comme arrivé sans que je m'y en attende nécessairement. Que tu t'en attendes. Ouais, mais c'était sûr que c'est pas quelque chose que je voulais laisser de côté, là, tu sais, ça me passionne, j'adore ça. C'est clair. Il y a 1 an, je suis tombée malade, j'avais vraiment plus beaucoup d'énergie, c'est encore ça qui se passe, mais c'est beaucoup mieux. Fait qu'avec l'émission et l'école, ça a été la première fois de ma vie là, cette année que j'ai fait comme « j'y arrive pas ». Mes résultats scolaires sont pas ce que je veux. OK. Même pour les tournages, je suis fatiguée. Avec les ateliers, je savais que mon 2e atelier de la semaine que j'allais donner, je cherchais plus mes mots. C'est sûr que les ateliers étaient tous rendus à distance, fait que
ça l'enlève un peu un contact, là, comme aujourd'hui. Mais... Ouais, ben c'est différent, tu sais. Ouais, mais j'en ai pas donné depuis un bout, donc je suis à toi, toute présente, là. Ah non, mais il n'y a pas de souci. Puis justement, ça me fait passer à cette question-là. Toi, dans le fond, est-ce que dans ton studio, j'ai vu que tu avais une télévision, tu faisais comme un truc semi-hybride à distance. Est-ce que ça fonctionne bien ou il y a le contact un peu qui manque là? Ou est-ce que tu en as déjà fait aussi en ce moment que tu fais des entrevues physiquement à 100%? Va rire. À tout le monde à qui je dis ça, ils disent ben non, t'es pas sérieuse. Mais dans le fond, c'est à cause de la pandémie qu'on n'a pas pu faire les entrevues pour recevoir de mon studio. On n'avait juste pas le droit. On les a reçus pour la 3e saison. Puis là, la 4e, c'était non, c'est ça. On n'a juste pu recevoir les gars de Liberté 45 la dernière journée de tournage quand que les sanctions, pas les sanctions, mais les restrictions, etc., ont été levées. Donc, quand je tournais les émissions puis que la personne était à distance, c'est par Skype, c'est juste Skype qui fonctionne avec la régie. Ouais, parce que, tu sais, il faut que ça soit connecté aux caméras, etc. Puis c'est la seule chose qui fonctionnait. La plateforme fonctionnait. Ouais. Donc là, c'était comme un aspect logistique quasiment de plus. Mais je te dirais qu'au niveau de l'énergie, ça me demandait moins d'énergie. Donc ça, c'était comme plus parce que justement, j'avais pas comme à accueillir le monde. Puis, salut, blablabla. Je pouvais juste comme me concentrer entre chaque entrevue parce qu'on en tourne quand même 4 par jour au moins. Ouais, c'est ça. Ouais. Et quand je fais l'entrevue avec la personne, je la vois pas. Je la regarde pas. Je regarde une grosse caméra noire. Comme, tu sais, tantôt, je regarde la caméra, ben, je pourrais être capable de le faire en théorie. Je pourrais veiller, mais pour 7-8 minutes, pour 1 heure, je sais pas jusqu'à quel point je serais capable parce que... Wow, OK. Fait que t'as la rétroaction auditive, dans le fond, de la personne qui répond, mais t'as pas les expressions faciales. Fait que, ben, dans le fond, tu peux juste regarder ton écran noir, c'est ça? Exactement, je regarde, puis tu sais, c'est pas un ordi ou un iPhone, là, c'est une caméra 2-3 fois grosse comme mon ordi, puis il faut que je la regarde, c'est juste c'est comme si je faisais un appel téléphonique, dans le fond. Ouais. Fait que ça ressemble à ça, puis il y a un délai un peu, on sent moins l'énergie. J'avais comme oublié c'était quoi recevoir du monde en vrai. Je reçois les gars de Liberté 45, j'ai fait « Hey, dans le fond, c'est vraiment le fun. » J'avais oublié que la synergie, je dirais, dans la discussion mais ça a vraiment bien été quand même à distance. Je dirais, c'est une grosse job du réalisateur à ce moment-là. Là. Moi, c'est sûr, c'est un défi pour moi de ne pas avoir la personne devant moi puis de ne pas l'avoir. Mais pour le réalisateur, c'est de rendre ça vraiment fluide puis de s'assurer au niveau du son que ça ne coupe pas, etc. Donc, nice. C'est quelque chose que je voudrais faire tout le temps, mais ça permet d'aller chercher du monde un peu plus partout. Là. Non, c'est clair. Puis pourquoi avoir choisi de faire cette émission-là dans le cadre de la télévision, vraiment sur le câble? Pourquoi tu n'as pas approché plus l'Internet, peut-être un show YouTube, un podcast? Il y a tellement d'alternatives aujourd'hui. Je veux dire, ça dépend aussi de votre auditoire, tu sais. C'est un petit peu ça répond à cette question-là. Donc, un peu le pourquoi de tout ça. Ouais, c'est une bonne question. Puis la réponse, c'est un peu parce que j'avais même pas pensé faire de la communication grand public. Là. C'était pas dans mes objectifs. C'est quelque chose que j'avais toujours été un peu à l'aise avec. Mes parents sont musiciens, ma soeur aussi. C'est très... musicien, OK. Ouais, mes parents se sont rencontrés au conservatoire de musique. Donc, je les adore, ça n'a aucun sens. Je les aime, ils sont très bohèmes. J'étais comme, OK, moi, je vais aller en finance. Je vais m'occuper de tout le monde. Toi, t'es complètement différent. Tu as pris un chemin, let's go, finance. OK. Ouais, c'est ça. Mais, tu sais, j'avais envie aussi d'étudier de quoi de concret. J'avais fait en secondaire 5, on avait comme un chapitre sur les intérêts composés. Puis j'étais comme, j'aime ça. Tu sais, quand t'es bon dans un certain problème en mathématiques, quand tu comprends la derrière le calcul, c'est juste tellement le fun. Puis là, j'avais vraiment trippé. Fait que je m'étais dit, je vais aller là-dedans. Puis je voulais vendre surtout des assurances parce que je suis monde qui faisait ça. Puis je me disais, tu sais, je vais rencontrer des gens. Puis le côté humain, c'était comme important pour moi. Je voulais m'en aller en psychologie puis tout avant. Mais finalement, je me suis dit, le monde a l'air d'avoir des problèmes psychologiques qui partent souvent des problèmes financiers. OK, ouais, littéralement. Ouais, je vais faire une pierre deux coups. Donc,
mon objectif, c'était pas de faire de la communication grand public. Mais quand on a donné la conférence au cégep, puis par la suite que ma mère m'a introduit à ma TV, c'est sûr, ça m'a sonné des petites cloches, mais je me sentais pas confiante, puis mon mindset était pas là. Fait que j'étais pas en train de me dire, OK, Marianne, trouve une manière de passer ton message. J'étais juste comme moi, je fais un peu ce que j'aime, puis je vais prendre ce qui se présente à moi. Puis je me sentais beaucoup plus encadrée dans le domaine plus télévisuel, plus média traditionnel que de me partir ma chaîne YouTube aussi. Je m'aurais vraiment pas vu avoir ma chaîne YouTube. Même si j'y repense, là, ça n'aurait pas été quelque chose pour moi de logique parce que j'avais pas les connaissances là, pour me partir. Non, j'avais 17, 18 ans. Même si je faisais mon deck, oui, je pouvais vous expliquer c'était quoi un CELI-REER, puis c'est encore quasiment à ça que je me dis parce que j'ai pas mes permis de conseillère, j'ai pas mes permis de planificatrice, puis les finances personnelles, ça le dit dans le nom, c'est personnel, c'est très rare que tu vas dire une chose puis que ça va s'appliquer à tout le monde. Fait que je voulais vraiment être plus la porte-parole qui comprend qu'il y a des incompréhensions là, au niveau des finances personnelles, qui est cible, puis qui apporte les experts pour l'expliquer. Fait que j'aurais pu faire une chaîne YouTube dans le même sens, mais là, au niveau de la technologie, j'aurais... T'avais pas les connaissances. Non, c'est comprenable. C'est un bon point aussi de savoir d'avoir quelqu'un en arrière de toi qui est plus encadré, qui a de l'expérience, qui peut te conseiller pour avoir quelque chose d'exceptionnel comme résultat. Parce que oui, tu peux te partir, mais à un moment donné, délaisser erreur, tu peux éviter beaucoup d'embûches en démarrage. Ouais, puis surtout, j'avais 17 ans quand j'ai déposé le projet. J'avais 18 ans, je me sentais pas du tout prête à faire ça toute seule. Puis je savais, puis je travaillais dans un cabinet quand même en tant qu'assistante, un cabinet de services financiers. Puis je savais à quel point c'était contrôler les services financiers au niveau de la conformité. Je travaillais même surtout là-dedans parce qu'en tant qu'assistante administrative, c'est de l'admin. Fait que je travaillais surtout là-dedans puis je voyais comment c'était strict. Je voulais surtout pas risquer de dire de quoi ou de me mettre dans une position qui ferait que plus tard, je pourrais pas avoir mes permis. Parce que l'AMF, elle va regarder l'autorité des marchés financiers, là, pour ceux qui nous écoutent. Et l'autorité des marchés financiers, c'est l'organisme d'autoréglementation des services financiers. Donc, tous ceux qui ont un permis de conseiller en sécurité financière, vente d'assurance, vente de fonds d'investissement, ils doivent avoir un permis qui est décerné par l'autorité des marchés financiers. Puis eux, ils vérifient que tout le monde qui donne des conseils ont les permis nécessaires, ont les cours nécessaires. Fait que moi, c'est vraiment important que je m'en ai pas donné de conseils quand j'ai pas les permis pour. Fait que il y a quand même des choses qu'on peut dire au niveau du budget, au niveau vraiment des choses de base. C'est pour ça que je reste dans le base. Mais dès que ça vient du conseil personnalisé au niveau des placements, de ce que tu devrais faire avec ton argent, puis pas de ce que tu pourrais faire pour en sauver ou pour l'optimiser. Tu sais, vraiment, quand on est dans le concret de tu devrais faire ça, là, il faut absolument les permis. Fait que je voulais pas me mettre dans une situation que j'étais trop laissée à moi-même puis que je me mets... Tu donnes des conseils, mais attention, il faut que tu aies un permis, une certification, non, c'est sûr. Ouais. Je ne veux pas dire n'importe quoi, mais je pense qu'aux États-Unis, c'est très différent. Ah oui? Il y a moins de réglementation, puis il y a beaucoup plus de monde qui peuvent se caler, genre coach en finances personnelles. Comme ici, on n'a vraiment pas le droit. Comme, vraiment? Ben, tu peux le dire entre amis ou si tu as des clients qui tu peux pas vendre tes conseils d'une certaine façon. Oui, c'est ça, exactement. Tu sais, mettons un coach d'affaires qui aide aussi les finances de ses clients, quelque chose, j'imagine que ça existe. Mais il y a vraiment une liste sur justement le site de l'Autorité des marchés financiers, des titres qu'on ne peut pas se donner. Fait que même quelqu'un qui est, par exemple, conseiller en sécurité financière, s'il se nomme conseiller en sécurité financière, c'est parce qu'il y a le permis en assurance de personnes, puis il y a peut-être aussi le permis en vente de fonds communs de placement. Fait que s'il y a ces permis-là, il peut s'appeler conseiller en sécurité financière, mais il ne peut pas s'appeler planificateur financier. Là, il faut qu'il y ait un autre titre. Fait que c'est toutes des petites affaires comme ça. Ou comme quelqu'un qui a un permis en assurance, en vente d'assurance de dommages, fait que auto-habitation, il ne peut pas s'appeler conseiller en sécurité financière parce qu'il n'est pas dans la sécurité financière, il est dans l'assurance de dommages. Mais ça pourrait être facile de dire conseiller financier. Ça. Ouais, c'est large, puis c'est ça. Ouais. Aux États-Unis, en règle générale, c'est un petit peu plus Wild West. Là. Disons que les règlements sont pas aussi stricts qu'ici, au Québec. Mais ouais, ça peut être une opportunité. Puis tu sais, ça m'amène à cette question-là, étant donné que tu t'es lancé à un jeune âge quand même dans ce domaine-là. Puis on va se dire, le domaine des finances, c'est assez monopolisé par les hommes, malheureusement. Est-ce que tu t'es senti déjà avoir une certaine pression, un sentiment de l'imposteur là-dedans? Parce que je te pose cette question-là, puis sans toi bien à l'aise d'y répondre comme tu le veux.
Il y a quelques semaines, j'étais dans le fond, un événement de réseautage, puis je parlais avec cette fille-là, une jeune entrepreneur qui se démarre en finance, puis elle me disait, Anthony, quand je vais dans des événements comme ça, des réseautages d'entrepreneurs, il y a souvent des hommes, dans le fond, ils ont plus tendance à me donner un câlin, quasiment un bec, pour se présenter, et non le premier réflexe de serrer la main. T'sais, moi, quand je l'ai rencontré, cette fille-là, mon premier réflexe, je serre la main, peu importe que ce soit un homme, une femme, n'importe quel genre de personne. Ce réflexe-là, on dirait que je sais pas comment tu peux voir ça, mais je trouve que c'est très, très sexiste un peu, là. Mm. Mais je suis contente que tu me poses la question. On dirait que personne ne veut me le demander. Non, mais je suis très franc. Moi, j'y vais all-in, puis c'est la réalité des choses, à un moment donné. Faut dire les vraies affaires. Ouais. Ben, quand je suis entrée dans le domaine, quand j'ai commencé mon deck, comme je te dis, je voulais vendre des assurances. J'avais pas pensé à tout ça. Right. Quand j'ai commencé, honnêtement, j'y ai même pas pensé avant, genre, peut-être 1 an. C'est à ma TV. Il fait plus de choses à ma TV, mais il y a de la recherche dans l'émission qui me l'a comme fait réaliser. Mais j'avais vraiment pas remarqué. Puis dans un sens, c'est comme un bon signe parce que ça veut dire que tant mieux. j'ai pas eu d'événements qui m'ont fait comme je me fais challenger ou je suis discriminée à cause de mon sexe, de mon genre. Donc non, je l'ai pas remarqué avant vraiment longtemps. Quand j'ai commencé mon deck, 1 an après, j'ai commencé à être adjointe administrative dans un cabinet des services financiers. Puis c'était tous des gars. Il y avait une autre fille là, qui était assistante aussi. Puis ils m'aidaient beaucoup, eux autres. Ils ont participé. Toute la première saison de l'émission, c'est eux les intervenants. Puis, tu sais, ils n'ont rien demandé en échange. L'émission où est-ce qu'elle est rendue aujourd'hui, c'est plus le contraire parce que je mets beaucoup plus de temps et d'encadrement dedans. Fait que le monde sont vraiment comme... Ils veulent plus passer, ils ont plus d'intérêt. Mais je suis très reconnaissante aussi quand ils viennent. Mais eux, tu sais, c'était vraiment du temps puis de l'ajustement. Puis ils ont participé à toutes les émissions. Ils m'invitaient même à toutes les... j'ai oublié comment ils appellent ça. Je pense que c'est genre Broad Show. En tout cas, c'est que une compagnie de fonds d'investissement puis les compagnies d'assurance, ils font des événements pour présenter leurs nouveaux produits, leurs nouveaux fonds à tous les conseillers puis les planifs avec qui ils font affaire. Puis ça, c'est juste les conseillers puis les planifs qui allaient là. Ben eux, ils m'amenaient tout le temps pour que je voie les présentations. Puis je suis assistante, là, mais ils m'ont vraiment comme fait... ils savaient que je voulais devenir conseillère éventuellement. Puis ils m'ont inclus tout de suite. Il y a même eu un colloque à Boston qui m'ont apporté aussi. C'était gros, là. Ouais, il y avait même... J'avais trippé ça. On avait visité les bureaux de Fidelity Investissement. J'avais vu le chart room. Fait que c'est une chambre pleine de charts. Puis ça, j'en avais pas vu autant dans ma vie. Ils riaient de moi, les gars, mais pas méchamment, mais ils me voyaient comme émerveillée. Puis... genre, les grands yeux, puis wow! Puis... à ce moment-là, ça faisait peut-être 1 an que j'étais dans le domaine, entre parenthèses. J'avais vraiment rien remarqué. Puis même qu'à Boston, je me souviens qu'on était à table à un des soupers, c'était 3 jours. Puis on était 3 filles à table, plus les gars. Puis les gars l'ont demandé, est-ce que vous faites des fois, tu sais, challenger parce que vous êtes des filles, etc. Puis on avait toutes dit que non, on l'avait pas vraiment senti. Fait que c'était un autre indicateur. Mais j'ai quitté ce bureau-là pas long après parce que je voulais me concentrer sur l'émission, mes études. Puis j'avais un nouveau défi aussi. Je devais faire un stage, puis je voulais le faire dans un autre endroit pour en voir un peu plus. Puis je te dirais que là, ça a commencé à... J'ai commencé à avoir un peu... j'ai commencé à avoir un peu... Pas qu'on me... en fait, qu'on me sous-estimait. Ouais, OK. Moi aussi, je vais pas mâcher mes mots comme toi, je vais dire les choses franchement. J'ai vraiment senti qu'on me sous-estimait. Ça me fait beaucoup de frustration parce que j'étais à un point où est-ce que je voulais en apprendre plus. Puis aussi que je savais qu'est-ce qui était acquis au niveau de mes compétences puis de mes connaissances. Mais je me sentais un peu stagnée dans ce qu'on pouvait me demander de faire. Puis même au niveau de l'émission, je me mettais beaucoup de challenges à moi, mais j'ai remarqué de plus en plus que je recevais des fois des commentaires des invités, puis sans aucune méchanceté, sans aucune arrière-pensée, mais que, tu sais, je suis l'animatrice blonde, tu comprends? Oh wow, OK. Puis on me l'a genre dit vraiment clairement que j'ai été... Commentaire littéralement comme ça, ils t'ont dit ça, non? Ben, il y en a un qui m'a dit en tout cas, Marianne, tu n'auras pas de... J'ai travaillé avec, fait que je pensais qu'il était comme au courant que j'étudiais dans le domaine, puis blablabla.
Puis il me dit, ah, en tout cas, man, tu n'auras pas de compétition dans comme pour devenir animateur. Ça m'a vraiment stressé l'entrevue. J'ai répondu, ben, OK, mais toi, tu vas avoir de la compétition en planif parce que moi, je vais penser. Mais tu sais, j'y ai repensé après, puis c'était trop émotif de ma part, mais je sais que ça partait de là, tu sais, puis que c'était pas du tout voulu de leur part, mais j'ai commencé à me sentir un peu plus sous-estimée par plusieurs personnes. Une autre chose qui m'est arrivée, c'est que moi, je prépare toutes les entrevues. Ouais. Puis j'envoie un petit guide là, au préalable aux invités. Ça, j'ai plein de la misère à faire ça. Quand on soit en studio, là, moi, le monde était comme, c'est 4 minutes l'entrevue, on parle de REER, whatever, go. Mais là, les sujets sont un peu plus touchés, fait qu'ils veulent un peu plus de préparation. Okay. Puis à un moment donné, j'ai envoyé le questionnaire. J'ai dit, on tourne aux 2 semaines. J'avais oublié de supprimer une ligne du questionnaire de 2 semaines avant où est-ce qu'on parlait d'investissement responsable. Puis là, on parlait d'un autre sujet, mais il y avait encore inscrit investissement responsable, mais ça n'avait aucun lien avec le sujet dont on allait parler. Il me dit, ah, Marianne, tu dis investissement responsable ici, juste pour être sûr, l'investissement responsable, c'est vraiment quelque chose en finance. Hein. Toi, tu veux dire investir de manière responsable, tu sais, tout simplement en faisant des bons placements, mais pas nécessairement des placements responsables, dans le sens qu'il y a des placements responsables, c'est des placements ESG, écologiques, sociaux, qui ont des... Ah, OK, responsable dans ce sens-là, OK. Oui, écologiques, sociaux et gouvernance. Fait que lui, ce qu'il était en train de me dire, c'était, tu sais, Marianne, responsable, c'est un vrai terme en finance, comme ça veut dire des investissements qui correspondent à des critères écologiques, sociaux et gouvernementaux. Mais c'est parce que je suis au courant, là, je laisse ça un peu, là. Yeah, boy. Fait que je me suis dit, OK, même le monde ne sont pas vraiment au courant que c'est moi qui choisis les sujets, qui a envie de recevoir telle personne, parce que j'ai déjà vu son contenu, puis je suis au courant que ça va être un bon intervenant. Fait que c'est plus des choses comme ça. Je me suis rendu compte que j'étais sous-estimée dans un sens. Fait que ça a été toute une rétroaction là, cette année. Je sentais que j'en faisais vraiment beaucoup pour quasiment moins de résultats qu'avant. Mais ça, je pense que peut-être que tout le monde qui se lance dans un projet, c'est sûr, moi, je suis comme travailleur autonome, je suis comme à mon compte, fait que j'ai moins de monde à qui me référer. Mais je pense qu'au bout de 2-3 ans, là, dans tous les projets, on vit peut-être un peu quelque 100%. chose comme ça. 100%, puis ça me fait penser parce que j'ai vécu la même chose, puis ça, c'est pendant la pandémie, je venais d'aménager en appartement, quitter la maison des parents, puis là, je me suis retrouvé seul dans ma bulle encore plus. Déjà, j'étais assez habitué de travailler seul, puis dans mes propres affaires, mais là, tout est à distance, hein, donc mes cours à distance. Le gym était fermé, ça, le gym, j'ai besoin de ça pour mentalement, physiquement, ça m'a fait mal d'avoir de quitter ça de mon horaire. Ensuite de ça, même l'épicerie, je commençais à commander toutes mes affaires à distance. Le travail à distance, parce que, juste pour donner une petite situation, j'ai une compagnie d'impression aussi, donc j'avais toute ma machinerie dans mon salon d'impression. Donc, littéralement, je faisais tout de mon appartement. À un moment donné, je commençais à avoir un petit peu moins de commandes parce que l'événementiel allait moins bien. Là, j'ai dit, est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire, tu sais? Puis, je commençais à avoir un petit peu moins d'argent qui rentre. Donc, je me suis dit, est-ce que c'est vraiment fait pour moi l'entrepreneuriat? J'ai eu vraiment un gros down, là, savoir, tu sais, non, faut pas une dépression, là, mais quasiment proche de ça parce que est-ce que je suis dans le bon domaine, tu sais? Puis j'en ai pas mal d'amis d'entrepreneurs qui ont passé par là, puis même que j'ai eu 2 offres d'emploi dans ce laps de temps-là, puis je me suis dit, est-ce que je devrais faire le move puis avoir une rentrée d'argent rapide ou continuer puis à manger du craft dinner pendant un petit bout, tu sais. Fait que finalement, j'ai décidé de continuer, puis ce qui m'a un peu sauvé de tout ça, c'est de me forcer à rencontrer des entrepreneurs, faire des entrevues avec le podcast, justement, donc j'ai trouvé comme une alternative, mais non, je pense qu'on a passé par là, puis il faut pas être gêné d'en parler, tu sais, d'avoir des embûches comme ça, que ce soit de santé mentale, de vouloir rencontrer du monde, donc non, c'est une réalité très, très actuelle même. Mais je suis contente qu'on en parle parce que quand je suis rentrée dans le Club d'entrepreneurs Sainte-Foy, c'était comme la mode du monde qui se part des business. Puis une amie qui faisait le programme gestion commerciale, puis elle me disait, Marianne, c'est capoté, genre, on est, mettons, 60 dans mon programme, puis ils veulent tous se partir des entreprises. Puis elle, c'est même pas ça qu'elle voulait faire, ça, elle voulait répondre. Mais c'était comme, si tu étais en gestion commerciale, il fallait que tu partes une business. Si l'esprit entrepreneurial, il faut que tu partes une business. Puis
je pendant le temps que j'étais dans le club, j'en rencontrais beaucoup d'entrepreneurs. J'en ai reçu beaucoup à l'émission aussi. Ouais. Je me suis rendu compte que, hey, OK, non, moi, je veux vraiment pas avoir une entreprise de biens, surtout. Là. Moi, gestion des employés, en tout cas, je me sens pas du tout là dans ma vie. Même que, tu sais, je voulais m'en aller vendre des assurances là, ou travailler dans une banque. Vraiment, genre, à mon compte, dans de quoi pas vraiment, comme de dire de la finance personnelle. Ouais. Je pense que on décide pas à un moment donné. Ben, oui, on peut décider de vouloir avoir son entreprise, mais c'est vraiment une manière de penser, une manière d'être entrepreneur. Puis je suis pas en train de dire mindset, il faut que tu te lèves à 5 heures puis que tu écoutes 6 podcasts. Puis non, c'est vraiment juste dans ta manière de fonctionner. Tu vas être plus efficace pour toi-même puis pour la société si tu es à ton compte ou tu as une entreprise que si tu es employé. Moi, honnêtement, comme employé, j'ai été employée, là, puis je suis pas la plus performante, là. J'ai été en vente, par exemple, j'ai vendu des souliers pendant 3 ans, je tripais. Ça, c'était, mes chiffres étaient excellents, ça, c'était bon. Mais maintenant, mon boss, ça a pris un peu de temps avant qu'il me donne les clés puis que genre, je ferme le magasin parce que c'est TDA, fait que je pouvais comme oublier une lumière. Fait que, mais par exemple, quand je travaille sur mes projets, c'est quelque chose que pour certaines personnes, ça serait beaucoup trop, là, mais moi, ça se fait en tellement un petit laps de temps parce que mon cerveau fonctionne comme ça, puis c'est correct que j'aie plein de choses en même temps qui ont un but commun. Moi, je suis capable de voir le but commun, mais le but commun n'est pas comme clairement inscrit dans une description d'emploi. Mais c'est ça qui est un peu difficile, là, des fois, de s'amener à ce but-là, puis c'est ça. Je me suis sentie un moment pendant cette année où j'ai comme fait, à ta peu, là, je suis éparpillée, là. J'ai vraiment éparpillée. Puis ça a été surtout la prise de conscience quand j'ai réalisé que, tu sais, pour moi, ça a toujours été important un peu que l'image que je projette, puis je pense que c'est ça pour tout le monde, soit corresponde à l'image que les autres ont de moi correspond à l'image que j'essaie de projeter. Puis là, j'ai rendu un moment cette année où j'ai fait, OK, l'image que j'essaie de projeter, c'est pas ce que le monde reçoit. Le monde reçoit que je suis animatrice, puis que je dis là-dedans, puis que je suis en com, puis que je suis là parce que je parle bien puis je suis cute, là, mettons. Ou le monde pense que j'ai genre 28 ans, que j'ai été Oh my God! Oui, il y a beaucoup de monde qui m'ont dit que j'avais 28 ans. Ça a été rough. C'est rough en histoire, ouais, que j'ai été planif, puis que là, ça allait tellement bien que j'ai parti un show, puis que j'étais à la retraite. Comme, là, j'ai fait est-ce que je suis capable de prendre cette pression-là, tu sais? Fait que j'ai pris un peu, mais la beauté de la chose, c'est que vu que j'étais justement à mon compte, puis que j'ai un bagage en finance un peu, j'étais capable de revoir mon budget, de me dire, OK, combien de temps je peux pas du tout produire, tu sais? Puis te recentrer, regarder pas où est-ce que tu t'en vas, mais regarder comment tu te sens. Puis je sais que par la suite, ça va me guider. Oui, exactement. Je pense que c'est toutes l'ensemble des vrais entrepreneurs, je dirais, parce qu'il y en a beaucoup qui disent de notre génération, je veux partir en business. Justement, je faisais une conférence au Collège Montmorency, dans une classe de démarrage d'entreprise, puis je disais, bon, c'est qui ici qui veut se démarrer une entreprise? Comme 90% des gens ont levé leurs mains. Puis après, je dis, OK, qu'est-ce que tu veux démarrer, toi, genre Simon, dans le fond? Il disait, moi, je sais pas, mais je veux faire du cash. Tout le monde part à rire. Je dis, super, ben t'es pas dans la bonne industrie. Je te conseille d'aller dans un 9 à 5, c'est la meilleure façon pour avoir de l'argent facile et rapidement. Là, il était genre, hein? Là, le monde, ils sont sérieux. Ils pensent vraiment que l'entrepreneuriat, les 3 premiers mois, let's go, on va faire 100 000 ça marche pas de même. Là. Ça marche pas de même. C'est pas facile nécessairement, je pense, 9 à 5, là, vraiment pas. Mais il y a une sécurité de plus, par exemple. Il y a vraiment une sécurité de plus. Tu sais, l'entrepreneuriat, oui, c'est ça, je voulais dire. De dire, ben, tu sais, soit ça passe ou ça casse, dans le fond. Vraiment, c'est rare que tu aies un filet de sécurité énorme, mais c'est quelque chose qui est en train, je pense, d'être développé de plus en plus. Des gens, pendant la pandémie, justement, qui se sont partis un peu quelque chose à leur compte, mais qui avaient un emploi en même temps, puis qui ont fait plus tranquillement. Mais c'est ça que j'ai fait moi aussi. Moi, je savais que ça a été vraiment au niveau de ma tolérance au risque. Là. Il y a tolérance au risque en investissement, mais je pense qu'il y a tolérance au risque financier tout court, qu'il faut être capable de savoir. Là. Ben, ça a été bon pour moi de travailler, savoir que j'avais un revenu qui rentrait. Je faisais encore mes choses de mon côté. Tranquillement, pas vite, je me mettais 3 à 6 mois de côté, comme vraiment pour, pas si mon char pète, là, pas un fonds d'urgence pour de quoi qui pète, mais vraiment pour si j'ai pas de revenu zéro. T'sais. Ouais, dans un cas où il n'y a rien qui rentre. Là. C'est ça. Puis quand que je me suis sentie assez coussinée, j'ai
puis je me suis dit, tu sais, éventuellement, ça faisait juste pas de sens le temps que je mettais en travaillant, tu sais, à un salaire de l'heure versus qu'est-ce que je savais que j'étais capable de produire si... 100%. Tu étais à 100% dans ton projet. Ouais, c'est ça. Puis je pense que c'est quelque chose que si ça fonctionne pour vous, de le faire, parce que ça enlève vraiment du stress. Pas besoin de tout lâcher. Puis, tu sais, aujourd'hui, il y a des travails à distance. Je connais même des... Tu sais, on peut continuer à travailler des fois dans un bar 1 ou 2 soirs semaine. Là, c'était vraiment impossible la pandémie. Tu sais, je connaissais des gens, je pense qu'ils faisaient de la surveillance le soir. Je pense que c'est bien de se dire que oui, même si tu pars à ton compte, que tu deviens entrepreneur, que c'est juste intelligent là, de respecter ta tolérance aux risques financiers. Il y a différentes façons de se partir. Il y a du monde qui vont quitter 100%, je me concentre sur mon entreprise, ce que j'ai fait. Puis je pense que ça aurait été correct que je continue on the side à avoir une entrée d'argent parce que ça a été long avant que je fasse un profit. Puis tu sais, c'est correct, mais c'est vrai, puis je conseille de plus en plus, surtout les jeunes, tu sais. On voit souvent sur Internet les gens qui quittent, puis let's go, on se lance à 100% all-in. Mais tu sais, à un moment donné, c'est que si tu as des responsabilités, tu as des enfants, tu as une maison, une hypothèque, des chars, etc., tu sais, téléphone et choses à payer, c'est très pesant financièrement. Donc, tu sais, c'est ça, tu sais, d'avoir une alternative, soit de bâtir ton entreprise on the side, ou si tu es aux études chez tes parents, c'est encore mieux, tu as encore moins de responsabilités. Donc, continue tes études, pars ton entreprise. À un moment donné, si tes revenus sont assez élevés, ben, je veux dire, moi, la stratégie que j'ai implantée, ça a été de démarrer mon entreprise en même temps que ma technique en gestion de commerce. Donc, tu sais, toutes les connaissances, les rencontres que j'ai faites au collège, j'ai fait plein de projets avec les professeurs, la technique, puis toutes les connaissances, la théorie, j'ai pu l'appliquer physiquement dans mon projet. Ça a été vraiment la meilleure décision que j'ai faite de ma vie, pour vrai. Puis ça m'a donné encore plus de motivation à poursuivre mes études, puis à l'université et tout ça. Donc, ça dépend vraiment de tes objectifs, mais oui, 100%. La réalité des choses, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont des responsabilités. Donc, si à un moment donné, ton projet, peut-être, tu vas faire plus d'argent avec ton projet, tu vas pouvoir dire, maintenant, je quitte mon emploi puis je me concentre sur mon entreprise. Mais je relate vraiment à ce que tu dis. Moi aussi, pendant le cégep, ça a été une grosse source de motivation. Parce que c'était vraiment très relié ce que j'apprenais en classe. Après, je le mettais en application en entrevue. Puis, tu sais, pour moi, c'est important que si je pose la question à la personne qui est devant moi, j'ai quand même une idée de la réponse. Parce qu'au final, je reste responsable du contenu qui est donné. Fait que, tu sais, faut quand même que je le sache. Je suis pas l'experte, c'est pour ça que je suis pas elle qui est en train de donner l'entrevue. Je suis elle qui pose les questions. Mais il faut que je sois capable de voir s'il y a une lumière rouge qui allume puis que ça fait pas trop de sens ce qu'on est en train de me dire. Là. Fait que je comprends vraiment. Moi aussi, ça a été une grosse source de motivation. Puis tu as dit difficile financièrement de se partir en affaires, c'est vrai, mais il faut vraiment dire, je pense, difficile psychologiquement aussi. Je sais que tu le penses aussi, mais on n'y pense pas, mais c'est parce que tu deviens vraiment ton représentant. Si ça fonctionne pas, c'est pas parce qu'on a coupé tes heures. C'est pas parce que ton boss est tannant. C'est pas tannant. Ça tellement pas grave un boss tannant. Mais tu sais, c'est pas parce que ton boss il est méchant, c'est pas parce que ta job te rend dépressive. Ta job te rend dépressive, c'est parce que tu sais que ce dans quoi tu as tellement investi de temps puis d'énergie, c'est peut-être pas exactement, tu prends pas le bon chemin, puis c'est juste toi qui as la responsabilité de t'ajuster à ce moment-là. Puis, tu sais, encore plus, mettons, je le dis pas trop que je suis à mon compte parce que c'est juste comme ça que les choses se sont passées. Je n'essaie pas de mettre une business de l'avant. Okay. C'est pour ça que je n'ai pas de nom d'entreprise en particulier. Là. Ben, quoi autonome, là, dans le fond, ton compte. Oui, c'est ça. Mais ça reste que je suis dans les finances personnelles. Là, fait que, tu sais, faut qu'à quelque part, ce que je fasse puis ce que je dis soit cohérent. Là. Comme aujourd'hui, je voulais venir te voir à Montréal, je voulais aller voir ma famille en même temps, mais finalement, ils ont un empêchement, puis j'étais quand même malade. Ça ne sera pas cohérent avec le prix de l'essence de faire un aller-retour pour donner un podcast quand tu as un ordi à 1200$ devant toi. C'est ça. C'est aussi de se dire que t'es ton entreprise là, pendant vraiment un long bout là, avant de pouvoir te détacher un peu du rôle de représentation, d'avoir des employés, etc. Puis c'est comme une représentation 24/7. Fait que c'est beaucoup, mais je sais que tu le sais aussi, puis j'espère j'imagine qu'il y a des gens qui vont se reconnaître là-dedans aussi. Là. Puis il y en a beaucoup. À ce moment-là, je pense que c'est juste d'avoir un bon entourage, puis arriver à décrocher, pas se mettre trop de pression. C'est vraiment la fille ma mère est très, fait de la méditation. Ouais, c'est ça. Puis j'étais comme, oui, je le sais, puis tu sais, je le faisais, mais
mais pas de Le manière fait progressive, puis probablement quand j'en avais le moins besoin. Mais là, tranquillement, je me rends compte à quel point c'est important de ouais, garder ça en priorité, là, de garder. ouais. Non, c'est ça. Puis, en fait, oui, je suis complètement d'accord. Moi, j'ai été. Le plus difficile, ça n'a pas été le côté financier, c'est le côté mental, puis de faire de la croissance personnelle, tu sais. De faire confiance. Jamais été quelqu'un qui allait vers les gens, d'aller les rencontrer, d'aller checker les mains. Donc, je me suis forcé à aller faire ça. Puis là, c'est pas la fin du monde, crime. Tu sais, c'est pas la fin du monde. Avec des événements réseautage, ça me shakeait, puis je voulais pas, là, tu sais. Mais à force de le faire, c'est mieux. Puis, je veux dire, quand tu es entrepreneur, est sur tes épaules. Que tu fasses des bons coups, que tu fasses des mauvais coups, tout est ta faute. Tu peux pas mettre la faute sur. Il y en a qui vont le faire, ils vont mettre des excuses. C'est la faute du gouvernement, c'est la faute de la pandémie. Mais à un moment donné, c'est toi, il faut que tu mettes des stratégies aussi pour implanter, pour améliorer ton entreprise. Donc, mais je pense qu'aussi c'est le fun aussi, cette responsabilité-là. C'est juste pas pour rien qu'on est dans ce domaine-là. Moi, j'aime ça avoir des événements chamboulants, ça change tout le temps, avoir un horaire tout le temps stable. Je voudrais me tuer littéralement. Là. J'aimerais pas faire ça. Donc, Là, tu tomberais en dépression. oh, ouais, littéralement, ouais. À dire que j'avais cette discussion-là avec une amie. J'ai interviewé beaucoup d'entrepreneurs là, avec l'émission Moins de 50 ans, puis je me suis fait des amis en cours de route. J'ai une très bonne amie qui a une entreprise de café. Nice. Et on discutait du fait que le monde qui sont des fois travailleurs autonomes vont se dire entrepreneurs. Puis elle, comment ça la chicotait un peu, puis qu'elle aimait ça, que moi, je mette de l'avant que c'est important pour moi que je mette les points sur les i sur le fait que je travaille autonome. Parce que, bon, j'ai pas de gestion de stock, j'ai pas de gestion d'employés, même j'ai pas un produit que je vends en tant que tel. Puis l'affaire, c'est que le monde aime beaucoup ça. Ben, il se colle beaucoup entrepreneur, comme si que c'était pas correct d'être travailleur autonome ou même pas correct d'être employé. Il y a des hiérarchies je pense qu'on essaye d'établir dans le marché du travail, là, mais je veux dire, l'économie, ça tourne en rond, là, puis on a toute notre place très légitime, puis notre objectif, je pense vraiment en tant que, pas en tant qu'humain, là, c'est un peu too much, là, mais en tant que personne sur le marché du travail, c'est de trouver la place où est-ce que tu es le plus efficace. Puis souvent, la place où est-ce que tu es le plus efficace, c'est où est-ce que tu es le plus heureux. Puis si c'est dans le 9 à 5, sérieux, nice. Exactement. J'aimerais ça, que ça soit ça. Puis si c'est de travailler pour nous, qu'est-ce que c'est? Puis si c'est d'être entrepreneur aussi, mais tu sais, il n'y a pas quelque chose qui est mieux que l'autre, là. Zéro, là. Fait que je voulais dire ça. Exact. Non, c'est tout à fait ça. Puis tu sais, ça dépend aussi des objectifs. Puis quand t'es jeune, on le sait pas. Là. Moi, j'avais aucune idée de ce que je voulais faire, même le terme entrepreneur. Comme tu disais tantôt, tu pensais que c'était entrepreneur en construction. Ça, je l'ai trouvé pas pire. Mais non, moi, c'était genre businessman, mais jamais comme quelqu'un qui part en affaires. Puis là, j'ai découvert ces concepts-là. Puis tu sais, il y a plein de concepts aussi. T'es pas obligé de te démarrer une entreprise. Tu peux le reprenariat, tu peux reprendre une entreprise. Il y a beaucoup de boomers en ce moment qui cherchent la relève. Il y a intrapreneur, donc dans une entreprise en tant qu'exécutif. Ça, c'est toutes des réalités que pas tout le monde qui doit se partir un projet monétisé. Ça peut être aussi des organismes à but non lucratif. Donc, il y a plein de possibilités de beaux projets que tu peux construire. Moi, je pense que le plus important, c'est que tout le monde ait son propre projet personnel. Pas obligé de faire de l'argent à l'entour de ça, mais quelque chose qui t'amène du bonheur, que quand, mettons, tu as fini ton chiffre de travail, tu reviens chez toi, tu as hâte de travailler là-dessus. T'sais. Ça, je pense que c'est valorisant. Ouais, développer une passion, c'est vraiment primordial. Là. Puis l'affaire, c'est que ce qui est difficile un peu, je pense, c'est que des fois, ta passion, elle va comme être cachée derrière le produit ou le projet que tu vends. Tu sais, j'ai des amis qui ont des entreprises, mettons, au niveau de la nourriture. Là, c'est pas des foodies, là, mais ils sont tripeux de gestion, puis de ressources humaines, puis c'est là qu'ils trouvent vraiment leur valeur ajoutée. Fait que c'est d'arriver à comprendre que l'important, c'est où est-ce que tu te sens le plus efficace, puis où est-ce que tu sens que tu accomplis le plus en mettant le moins d'efforts, même si ça a peut-être l'air... Ben, je sais pas de quoi ça a l'air, là, mais je pense que c'est important de sentir que tu en accomplis le plus en épuisant le moins de ressources énergétiques que tu puisses avoir. Travailler intelligemment, finalement, Ouais, c'est ça. Puis ça va être différent pour tout le monde. Là. 100%, exactement. Ben là, on s'est échappé un petit peu, on a touché à plein de sujets, mais j'aime ça poser cette question-là à mes invités. Ça me donne une bonne idée de qui était auparavant. Donc, tu étais qui, toi, au secondaire? Quel genre de personne dans la classe? Il n'y en a pas beaucoup qui se sont aventurés là-dedans. Moi, mes parents sont séparés quand j'avais 6 ans. Puis à partir de là, on a déménagé souvent. Puis je faisais une semaine. Fait que j'ai fait beaucoup d'écoles au secondaire. J'ai fait 1, 2, 3... J'ai fait environ 5 écoles. Il y a des années, j'ai fait 2 écoles en 1 an.
OK. Ouais, fait que je t'avouerais que quelque chose que j'ai été un peu obligée ou que mon instinct a fait que j'ai développé, c'est d'être très sociale rapidement, de m'incruster rapidement dans des groupes d'amis, de m'intéresser aux gens. Fait que Hmm. ça se relie un peu à ce qui se passe aujourd'hui. Mais aussi, j'ai eu une pas pire crise d'adolescence, là, je t'avouerais, là, quand je me suis rendu compte que je me faisais balayer de maman à papa, puis que, tu Oh sais, my God. je sais pas, jouer sur le fait que, bon, si je dis, ah, maman va me laisser faire ça, ben le papa va me laisser faire aussi, etc. Fait que, Ouais. il y a une période, Hmm. je dirais secondaire 2, 3, là, tu sais, des fois, j'allais pas en classe, puis ça brassait un peu plus à ce niveau-là. Mais vraiment, secondaire 3, je sais pas qu'est-ce qui Ouais. s'est passé dans ma. Ben, en fait, je le sais, je me souviens quand j'étais en secondaire, tu sais, Qu'est-ce qui s'est quand je passé? suis entrée au cégep, je me disais que pour moi, le cégep, c'était la vraie vie. Mais pour moi, le Oui. secondaire, ça allait être là pour avoir du fun. Fait que secondaire Ah, OK, OK. 1, 2, 3, j'étais comme, je savais que ça avait pas vraiment de. Mon focus était clairement pas sur mes études, mais j'ai toujours eu quand même une facilité à l'école, jusqu'à l'université, ça a l'air. Ah oui, OK, donc, C'est ça. Fait que facilité. j'avais pas besoin de mettre. Je pouvais changer d'école, puis Ah, wow. me retrouver, Ça, puis c'est cool. j'avais pas de problème au niveau de mes études. Fait que OK. j'avais plus de fun, puis je laissais un peu aller le strict de la Ouais. chose. Mais à partir de secondaire 3, j'ai vraiment fait comme, bon, là, j'ai 15 ans. Dans 5 ans, c'est la vraie vie. Fait que là, je me suis tout remettre droite, puis j'ai demandé à Ouais. mes parents de m'envoyer à l'école privée, puis je me suis Hmm. mis à faire du bénévolat, puis c'était juste comme clair dans ma tête que là, OK. la période de faire n'importe quoi était terminée, que ça a commencé à pouvoir avoir un impact sur ma vie vraiment plus tard, les habitudes que j'allais prendre, etc. Puis après cégep, j'ai fait OK, c'est le temps que ça commence. Puis j'ai fait ah, oups, non, là, le monde commence à sortir. Là. C'est là que ça se passe. C'est là que ça se passe, la vraie vie, comme tu dis. Oh mon Dieu. C'est fou que tu dises ça parce que, pas que j'ai vécu la même chose que toi, mais c'était un parcours semblable. Mes parents se sont séparés, j'avais 6 ans ou 5 ans, je crois. Puis déjà là, moi j'ai toujours eu de la misère à l'école. Mes mauvaises notes tout le temps, j'ai reçu faire ma troisième année, tu sais, c'était tout le temps bien difficile, des cours d'été. Esti, j'étais gros TDAH. Puis en fait, on a découvert que j'avais juste un gros manque de confiance en moi, puis j'étais pas capable d'être à l'aise dans ma peau. Donc, aussi, j'avais un problème de poids et tout ça. Mais tu sais, en grandissant, j'ai grandi dans ça. Donc, une semaine, tu sais, d'aller oublier des cahiers chez nous, j'ai un examen à faire, tu sais, c'est toute la réalité des choses, puis tu l'as sûrement vécu, oublier ses affaires. Donc, tu sais, mais je pense que ça a bâti un peu ma personnalité. Donc, je vois ça plus positivement, cette période de temps-là, parce que je serais probablement pas la personne que je serais aujourd'hui si j'avais pas passé par là. Ben, je t'avoue que moi, tu viens de me faire réaliser ça. C'est en te parlant que j'ai fait hey, c'est vrai que ça m'a forcé Hmm. à aller voir des gens. Puis, tu sais, si je voulais pas Ouais, m'en c'est vrai. faire tout seul, il fallait que j'arrive rapidement à former des liens. Ouais. Là. Fait que c'est fun, les questions que tu poses. Ça nous Ben écoute, permet d'en moi je rentre, apprendre. moi je rentre dans mes entrevues. Ah, excuse-moi, je continue, je vais pas te couper. Ah, c'est pas du tout, mais je voulais juste dire que je trouve ça vraiment dommage quand j'entends justement que, par exemple, tu as de la misère à l'école. Tu sais, j'avais des amis qui sont encore mes amis super proches de moi. Tu sais, je veux dire, c'est tellement du monde intelligent, mais des fois, tu sais, on nous demande une manière d'apprendre, Ouais. puis tu sais, ça dépend du prof, etc., etc. Mais l'école, c'est tellement une grande partie de notre vie. C'est sûr C'est que fou, si là. j'avais eu un petit peu de problème à l'école, j'aurais eu un problème de confiance en moi, tu sais, qui aurait découlé. Relié, ouais, ouais. C'est sûr. Puis j'ai eu la chance, mon père puis ma mère sont musiciens, mais sont profs aussi. Ben, ma mère, elle a été prof de musique, puis mon père est prof d'anglais depuis toujours. Il prend sa retraite l'année prochaine. Puis ça me fait toujours capoter quand je pense à mon père, à quel point il m'a jamais mis de pression par rapport à mes études. Puis Wow. ça l'a énormément aidé, là. Puis, Hmm. puis il y a toujours eu un discours, tu sais, vous êtes là pour apprendre, puis il faut faire du social, puis il était pas le maternel, là. Et ça, je pense que ça m'a énormément aidé, là. Fait que s'il y a des parents qui nous écoutent, là, si vous pouvez être Ah ouais. encourageant avec vos enfants, pas mettre trop de pression, tu sais, ils sont là pour apprendre, là, puis... Exactement. Tu sais, on est tellement jeunes, dans les hormones, puis à un moment donné, tu sais, moi j'ai vécu ça aussi à un moment donné. Moi, mon père il était plus laissé aller, genre tu vas vivre des expériences, c'est pas grave. T'as coulé ton examen, tu vas te reprendre. Mais ma mère, c'était le contraire, c'est genre la fin du monde. Là, tu sais, j'avais coulé je me souviens à un moment donné, j'avais essayé de falsifier sa signature, puis je me suis fait pogner par le prof à dire Anthony, c'est quoi cette signature-là? C'est ma mère qui l'a signé, tu sais, un examen de maths à genre 35%, tu sais.
Fait que là, c'est d'aller confronter ta mère. Puis c'est comme, je m'arrangeais tout le temps pour que à chaque semaine, j'allais voir mon père pour qu'il signe tout le temps mes affaires, peu importe si c'est bon ou mauvais. Mais bon, tu sais, c'est pas grave. Puis, tu sais, je veux dire, on a essayé de, tu sais, d'essayer la médicamentation, puis ça n'a pas fonctionné. Fait que, tu sais, je pense vraiment, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas nécessairement besoin d'aide comme de médicamentation. C'est juste aller chercher de l'aide avec un psychologue ou quelqu'un qui va pouvoir t'assister, te suivre dans ton parcours, mais ça part à ta propre personne, ça. Je suis très d'accord. Puis peu importe ce que tu vas faire par la suite après le secondaire ou après le cégep ou après l'université, les techniques que tu vas développer pour étudier puis pour arriver à passer tes examens puis tes années, Ouais. c'est un peu la même chose qu'il va falloir que tu établisses quand tu vas être en appartement ou en maison ou même en relation avec quelqu'un puis tu veux bâtir quelque chose. Il va falloir que tu trouves des stratégies pour que ça fonctionne pour toi. T'sais. Puis c'est vrai qu'il y a souvent des trucs qui fonctionnent de manière assez universelle, mais il y en a d'autres que non. Puis si toi, tu te rends compte que de la manière que tout le monde étudie, ça ne fonctionne pas pour toi, ben, n'hésite pas à trouver d'autres stratégies. Il y en a plein. Puis même à en trouver une vraiment juste qui part de toi, là, qui n'existe pas sur aucune page Internet. Oui, c'est ça. C'est ça par la suite, là, c'est de trouver une manière d'arriver à, encore une fois, tes objectifs en ayant travaillé. Ben oui. Oui, ben, en ayant dépensé le moins d'énergie possible pour le meilleur résultat possible. Exactement. Tu sais, je me souviens, j'ai fait tellement de belles rencontres de professeurs qui ont un peu moulé un peu la personne que je suis en ce moment, qui m'ont tellement aidé, que j'ai une super de belles relations avec eux et avec elles, autant au cégep qu'au secondaire, tu sais. Mais non, c'est tellement important le rôle du professeur, là, je crois. Là. Donc, tu sais, d'être capable de t'adapter à chaque étudiant, c'est tout un job. Là. Mm-hmm. Oui, de suivre le plan de cours, mais en personnalisant l'apprentissage pour chacun. Ouais. Ben, c'est ça? Oui, l'apprentissage, l'enseignement. Ouais. C'est good. Ben, excellent. Écoute, j'avais d'autres questions. En fait, j'ai eu une entrevue, je pense, il y a quelques mois avec un professeur de finance au cégep. Là, j'ai posé ces questions-là. Est-ce que tu vois que tu as des étudiants dans ta classe qui ont vraiment eu des problèmes de gestion d'argent? Est-ce qu'on en parle assez? Est-ce qu'on n'en parle pas assez? Moi, je trouve que j'ai pas eu de connaissances au secondaire. J'avais un cours à la fin de secondaire 5 d'introduction aux taxes, mais c'était très, 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 très banal. Puis là, ben, je me sentais pas outillé dans la vraie vie, finalement, en quittant secondaire. Donc, est-ce que tu vois ça? Est-ce que tu veux éduquer de plus en plus de jeunes à la gestion d'argent? Oui, ben c'est le fun que tu me poses la question parce que ça revient un peu à ce que je disais tantôt, que j'apprends avec le monde. Je sais qu'il y a des gens que je peux leur sortir des petites choses puis que ça les aide juste au niveau d'incompréhension puis une incompréhension mène à un stress. Fait que j'ai des amis, même ma mère, puis même mon père, il aime plus ça gérer ces choses tout seul, mais même ma mère, quand ils ont des questions, je sais que juste le fait que je puisse y répondre, ça leur enlève du stress, mais ils n'ont pas nécessairement un gros problème au niveau de leur gestion d'argent. J'ai aidé une amie qui avait vraiment, qui m'a dit, Marianne, je dois de l'argent à telle personne, ma carte de crédit est pleine, j'ai pas payé mon CEL depuis tant de temps. Puis, tu sais, ça fait longtemps, je travaillais dans le cabinet, j'étais assistante administrative encore, mais je faisais mes cours. Puis, tu sais, je savais que c'était pas des conseils de placement, fait que puis c'était une amie aussi, fait que je pouvais juste l'aider. Ben oui, ben oui. On est allé au Dollarama, on est allé y acheter des enveloppes, on a refait son budget. Puis, quand je suis partie de là, je me suis dit, j'ai tellement l'impression d'y avoir fait gaspiller 2 heures de temps. Tu sais, qu'est-ce que j'y ai apporté? J'y ai fait acheter des enveloppes. Ah ouais! Je savais que c'était ça. Tu sais, je savais que c'était des bons trucs, mais j'avais l'impression qu'à un moment donné, dans mes cours, j'allais apprendre de quoi, là, que c'était comme, hey, si tu fais ça, c'est incroyable. Puis, elle m'a réécrit un mois plus tard, puis elle me dit, Marianne, j'ai fini de payer ma dernière personne que j'avais appelée. J'embarque sur telle affaire. Puis, j'étais comme, hey, wow. Puis, je me sentais, je te dis imposteur tantôt, j'ai comme passé la question où je me suis focusée sur autre chose, mais oui, je me sentais hyper imposteur. J'ai fait comme, OK, Marianne, tu t'en mets trop, tu t'en demandes trop, tu peux pas te mettre à être la personne, puis à faire les dépenses pour elle, puis à faire les investissements. Tu sais, t'es pas là, mais juste des petits trucs comme ça, ça va aider, ça. Fait que, nice. C'est arrivé de voir ça dans mon entourage, mais plus ça avance, plus je pense que soit j'attire des gens qui ont une certaine qui sont quand même intéressés aux finances personnelles, fait que leur gestion se passe quand même bien,
Ou des fois, ce que j'ai peur, c'est que les gens veulent, mes amis autour de moi veulent moins s'ouvrir à moi parce qu'ils savent que je parle de ça. Mais c'est sûr qu'à notre âge, nos situations vont tellement être différentes, ça va être tellement dur, il faut absolument, je pense, pas se comparer. C'est là que ça devient problématique parce qu'il y en a qui vont être aux études en même temps d'habiter chez leurs parents. Ils vont devoir payer leurs études. Il y en a d'autres qui vont habiter en appartement, mais que leurs parents vont payer leurs études. Il y en a d'autres qui vont travailler temps plein. Là, ça devient difficile quand tu es encore aux études puis que ton ami travaille temps plein. Fait que la gestion des finances de tout le monde, je pense, dans la vingtaine puis dans la début trentaine, ça devient tellement, tellement différent. On n'est plus à gérer notre première paye puis à tout habiter chez nous, puis on n'est pas toutes non plus à avoir une maison puis des enfants. Non, c'est sûr. Fait que je sais qu'il y a beaucoup de gens autour de moi qui sont en train d'apprendre le style de gestion qui va leur convenir puis qui va leur servir. Fait que je suis pas prête à dire que c'est des problèmes vraiment qu'ils ont, problèmes financiers, mais j'ose espérer que si c'était le cas, ils seraient prêts à s'ouvrir. Puis je serais probablement, en fait, je suis jamais la personne ressource au point que je vais tout te dire quoi faire, mais c'est sûr que j'ai connu. T'es bien placé pour donner des conseils, là, quand il faudrait les bonnes affaires. Pas nécessairement donner des conseils, mais être référé vraiment à la bonne personne. Aux experts, oui, effectivement. Genre, Père riche, Père pauvre, c'est un super livre, mais que tu tombes pas sur Père riche, Père pauvre quand tu es en train de te dire qu'il faut que tu claires ta carte de crédit. Comme, c'est pas après avoir lu le livre que tout à coup, ça va, tu sais, genre, il y a des manières plus rapides, là, même. Mais lis-le aussi, puis ça va t'aider sur le long terme, là, mais... Actuellement, à court terme, non, puis tu sais, je pense qu'un de mes livres qui m'a aidé, c'est « En as-tu vraiment besoin » de Pierre-Yves McSween. Ça, c'est excellent livre. Tu sais, il y a un point controversé, là, je sais pas si tu te souviens, mais il disait dans le livre « As-tu vraiment besoin d'un enfant? » Tu sais, on sait pas, mais le coût d'un enfant, wow! Surtout en 2022, là. Fait que, c'est un nouveau lifestyle aussi de plus en plus, je pense, d'amis. Moi, je parle qui me disent, ouais, moi, je sais pas si je vais avoir une vie classique. Tu sais, mettons, maison, je te donne un scénario, là. Maison en Blainville, un beau chien, 2 enfants, belle conjoint, belle conjointe. Donc, tu sais, est-ce que moi, je veux vivre ça ou j'aime mieux le lifestyle, voyager, avoir une liberté, avoir un conjointe, mais tu sais, de pas avoir d'enfants nécessairement. Puis je suis bien, puis je suis content, tu sais. Donc, voilà. Ouais, mais c'est le fun qu'ils se posent ces questions-là. Puis c'est le fun qu'on soit dans un monde aussi qu'on puisse se poser ces questions-là. Ça n'a pas toujours été vraiment pas permis, mais quasiment... Mal vu, je trouve. Ouais, mal vu ou vraiment très marginal. Là, maintenant, les vies peuvent être vraiment très différentes. Puis c'est sûr que autrefois, par exemple, c'était très important d'avoir une maison parce que ta maison, c'était aussi ta retraite. L'investissement n'était pas accessible aux personnes plus pauvres. Il fallait payer un certain capital pour avoir un conseiller, pour investir en bourse. Maintenant, tout est très accessible sur le téléphone. Mais si tu n'avais pas, l'objectif, c'était que tu travailles jusqu'à ce que tu ne puisses plus être capable physiquement de travailler, puis que ta maison est payée. Fait que tu habites dans ta maison, puis tu n'as quasiment pas de dépenses. La maison faisait vraiment partie du plan de retraite. Aujourd'hui, le monde, ils vendent leur maison parce que c'est trop grand quand ils sont en retraite, puis ils s'en vont en condo. Ça peut devenir un investissement, mais il aurait aussi pu être en logement toute leur vie, puis mettre la différence parce que sérieux, ça coûte plus cher avoir une maison la plupart du temps que le loyer, là, au final, là, avec toutes les choses qui peuvent s'ajouter, toiture, refaire la terrasse, etc. Ouais, c'est vraiment on peut maintenant se poser la question, OK, quel style de vie que je veux avoir? Puis c'est sûr que ça va avoir un impact financier, fait que c'est juste de s'assurer, peut-être mettre toutes les chances de notre côté pour se donner la chance d'avoir le style de vie qu'on souhaite avoir. Ben oui, exactement. Puis c'est ce que je dis souvent aux jeunes, c'est essayer des affaires, essaye-le. Puis, mettons, je donne un exemple concret, c'est genre en entreprise, mettons, tu veux commencer à déléguer des tâches, tu veux commencer à engager quelqu'un, mais peut-être que tu vas pas aimer l'expérience d'engager quelqu'un, puis tu vas préférer venir à la case départ, que tu étais mieux quand tu portais tous les chapeaux, puis que même tu es content de pas avoir un salaire plus élevé ou un chiffre d'affaires plus élevé. Tu préférais la gestion quand tu étais tout seul, puis c'est correct aussi. Donc, mais pour savoir ça, il faut que tu l'essayes. C'est vrai, éventuellement, je vais essayer de travailler avec des gens. C'est pas facile. C'est pas facile. Non, c'est ça. Je suis bien d'accord. Ouais, c'est ça. Justement, je suis en train de regarder pour une assistante de marketing, puis juste de trouver la bonne personne, de faire confiance à cette personne-là, je trouve que c'est tellement
en tout cas, on verra bien ce que ça va donner. Puis non, c'est good. Puis ça me fait penser, je voulais faire un lien tantôt. Tu sais, j'imagine que tu as beaucoup d'amis aussi qui sont entrepreneurs, mais qui ne le sont pas. Tu sais, c'est différentes relations que j'ai avec ces amis-là. Tu sais. Puis parce que j'adore ce que je fais, j'essaie de toujours impliquer l'ensemble de mes amis dans mes projets. Puis des fois, ça marche pas. Puis des fois, tu sais, j'ai senti comme une mauvaise rétroaction. Puis je suis comme, oh, ok. Tu sais, je vais me reculer un peu, je veux pas les forcer. C'est poche un peu, là, mais. Je te comprends là-dessus. J'ai vécu la même chose. Puis, comme je t'ai dit, j'ai fait beaucoup d'écoles, hein, fait que j'en ai ramassé des On a ramassé du ouais. Ça fait 10 ans que j'ai, puis right. ça fait un peu moins longtemps et tout. Puis mes amis, vraiment, tu sais, entrepreneurs, ils vont, tu sais, souvent, ils m'ont dépanné pour l'émission quand j'avais besoin de quelqu'un, puis que là, au niveau du timing, ils sont toujours prêts, sont toujours là. Puis pourtant, c'est pas mes amis, c'est pas mes amis d'enfance, c'est pas mes... Je vais appeler quand je vais être triste ou whatever. Puis même que ça m'est déjà arrivé de demander à mes amis que c'est mon amie, pas la plus vieille, mais que j'ai depuis longtemps. L'enfance, là. Ouais. Puis je sais qu'elle va toujours être là pour moi. Puis j'avais demandé pour faire l'émission dans comme la première ou deuxième saison, que j'avais eu une cancel à la dernière minute. Puis j'étais là, oh my God. Puis elle était là, Marianne, je suis pas à l'aise. T'sais. Puis je me suis dit, hein, j'étais comme, il y avait une partie de moi qui se disait, hein, je suis comme un peu déçue qu'elle le ferait pas pour moi. Mais en même temps, j'étais comme, mais Marianne, c'est tellement normal. Puis je me sentais quasiment mal d'y avoir demandé parce que je savais au fond que, tu sais, ça n'enlève absolument rien à notre amitié. Elle a juste pas ce rôle-là dans ma vie sociale. T'sais. C'est merveilleux comme ça parce que quand j'étais avec elle aussi, tu sais, elle va plus m'aider à décrocher aussi, là, puis à me faire sentir valorisée, tandis que quand des fois je vais être avec d'autres amis entrepreneurs, on se met à se challenger, puis là, on devrait faire ça, on devrait faire ça, puis à un certain moment donné, tu sais, ça devient overwhelming, si je pourrais dire. Oui, c'est ça. D'avoir aussi des amis qui ont une réalité différente, qu'on se respecte autant, qu'on s'admire autant, mais qui permettent de garder un peu plus les pieds sur terre pendant quelques instants pour mieux repartir. Ben oui. Puis on est tellement dans notre bulle aussi d'entrepreneur à un moment donné, on peut juste faire ça, puis ne pas atteindre le burn-out à un moment donné, il faut que tu remettes les pieds sur terre, puis c'est ça, tu sais, que tu te déconnectes un peu, tu parles avec d'autres façons de penser, personnes qui ont des manières de penser différentes. Et ben moi, ce que j'aime bien dans l'entrepreneuriat, c'est que de plus en plus, j'essaie d'ajouter un nouveau contact en entrepreneuriat, puis un peu de créer cet effet-là de running mate. Fait que tu sais, de se challenger, puis de créer des opportunités ensemble, ça a beaucoup aidé, je crois, ça peut aussi aider beaucoup d'entrepreneurs, je crois. Donc, c'est clair. Au niveau, j'avais une petite question aussi, est-ce que tes parents t'ont encouragé à poursuivre ce chemin-là? Là, ils m'ont dit que tes parents, ils ont l'air beaucoup plus artistes, spiritualité. Donc, tu sais, comment ils ont vu Marianne qui a poursuivi le domaine de la finance? Ben, quand j'ai donné l'atelier au cégep, j'ai dit à ma mère, non, même c'était avant ça. Okay. Moi, avant le cégep, vraiment début secondaire, j'avais oublié, mais moi, je tripais sur Canal Vie. Mais de manière. Canal Vie, OK. À 10 ans, là, j'écoutais toutes les. Tu sais, on efface et on recommence. C'était comme si c'était vendre ou rénover. En tout cas, Manon rêve ma cuisine. Écoute, tu capotais sur ça, OK. Ouais, je vais m'en aller en design intérieur. Puis j'aimerais aussi avoir une émission à Canal Vie, mais ça, je l'avais vraiment oublié parce que plus tard, je suis rentrée fin secondaire, j'étais comme, OK, soit psychologie ou finance. J'ai décidé d'aller en service financier. Mes parents m'ont vraiment encouragée là-dedans. Ils me voyaient parce qu'à ce moment-là, je travaillais en vente. Comme je t'ai dit, je travaillais comme... je vendais des souliers. Puis, ben, tu sais, je voulais vendre des assurances. Fait que ça restait un peu dans la même chose que je faisais. Fait qu'ils m'ont vraiment encouragée. Quand que j'ai voulu faire le projet, là, pas parler d'argent, c'est pas stressant, mais la conférence, ça s'appelait Ton nom à crédit. Ben, mes parents ils voyaient pas vraiment sur quoi je travaillais. Tu sais, je leur avais dit de venir cette journée-là, puis je leur en parlais, puis j'étais full motivée, mais je voyais dans leurs yeux que c'était peut-être plus au niveau de mon père qu'ils savaient pas vraiment c'est quoi je suis en train de faire. Ah, ils comprenaient pas, OK, je comprends. Elle comprenait que je montais un événement, mais c'était pas clair là, pour eux le chemin que je m'en allais prendre, mais ils m'ont toujours encouragé, peu importe, j'ai pu leur dire
je m'en vais au Népal faire du bénévolat, puis il y aurait probablement eu ils m'ont vraiment toujours encouragée. Là. Je me souviens pas quelque chose que j'ai décidé de faire qui ont fait comme ils l'ont pas vraiment, ils savaient pas vraiment où est-ce que je me dirigeais. Puis quand ils sont venus à l'événement, je l'ai pas réalisé sur le coup, mais quand j'y ai repensé, j'ai fait, hey, il était vraiment fier. Ils ont comme, mon père, je sais qu'il savait pas à quoi s'attendre. Maman qui est plus dans les coms, elle savait peut-être un peu plus, mais elle était quand même très fière. Mais je me souviens que mon père, il était impressionné. Puis j'étais contente vraiment de ça aussi. Fait qu'il a continué toujours de m'encourager, les deux, absolument. Mais eux, ils veulent juste que je fasse ce que j'aime, là. Puis les seules fois qui ont peut-être été OK, là, peut-être que tu devrais ralentir, c'était justement quand je travaillais encore en tant qu'assistante, j'avais l'émission, je donnais les ateliers d'université. Et là, il était plus comme, ben, tu sais, faudrait, genre, t'as juste l'air plus fatiguée qu'heureuse, là, en ce moment. Fait que peut-être que tu pourrais prendre un petit temps. Puis encore là, il m'encourage dans ce projet-là d'arriver à ralentir, là. Fait que oui, mes parents m'ont toujours encouragé que j'aille en finance. Ah, c'est le fun d'avoir des parents qui nous soutiennent. Puis... Ouais, mais c'est probablement vraiment une impression, je sais vraiment pas si c'est la vérité, mais j'ai l'impression qu'ils ont toujours un petit sourire en coin en se disant comme, elle va rester aussi dans les coms, genre, elle va continuer à parler, puis elle va faire autre chose pas elle va faire autre chose, mais j'ai l'impression que ça les étonnerait que je devienne juste planif, ben pas juste planif parce que c'est vraiment hot, là. Moi, je les admire, puis ils sont vraiment bons, puis c'est demandant, là. Tu sais, en ce moment, les marchés crash, là, imagine, t'as genre une centaine de clients, là, puis qui t'as des millions de suggestions, là. Genre, toute une gestion des émotions, puis à la base, il faut assez de connaissances pour avoir, tu sais, conseiller les bonnes choses. Mais je pense qu'ils savent que j'ai l'impression qu'ils ont un sourire toujours en coin à se dire, c'est sûr qu'elle va continuer de faire de la communication au grand public ou de la vulgarisation, comme on voit qu'elle tripe ça. Conférence, animatrice, let's go. Faire de l'événementiel, why not? Je veux dire, tu t'exprimes super bien, puis ça paraît, là, donc c'est très cool. Je suis ton parcours, c'est vraiment intéressant. Dernière question avant qu'on clore ça. Bon, question un petit peu banale, mais qu'est-ce que tu conseillerais à un jeune qui se démarre? En entreprise? Oui, c'est ça, qui démarre en entreprise, mettons en finance, qui démarre en finance, qui va être un conseiller financier ou qui va être un coach d'affaires, par exemple. Donc, qu'est-ce que tu conseillerais? Je vais le diviser en deux, parce que je connais vraiment bien le domaine des services financiers, fait que c'est dur pour moi de tout mettre ensemble. Un jeune qui se part à son compte en services financiers, OK, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a les banques, puis il y a les conseillers plus indépendants ou autonomes, comme on dit. Puis l'affaire, c'est que quand tu es conseiller indépendant ou autonome, tu es quand même relié à une bannière d'une certaine manière parce qu'au niveau de la conformité, il faut que tu le sois. OK? Mais ce que je conseillerais à quelqu'un qui se part à son compte en tant que conseiller en sécurité financière ou autre, c'est de ne pas trop de ne pas mettre de côté son identité personnelle en tant que conseiller pour la bannière avec laquelle il est relié parce qu'il doit l'être. C'est par exemple un conseiller chez IA ou chez Groupe Investors. C'est tous des bons c'est tous des bons courtiers là, au bout du compte, mais il y en a quand même plusieurs, puis ils fonctionnent différemment, les courtiers comme Groupe Investors, Mika, Industrielle Alliance, puis il y en a comme un qui va probablement mieux fonctionner pour vous, puis j'en ai vu beaucoup des conseillers qui ont changé de bannière, puis tu sais, ta clientèle peut te suivre, parce que ta clientèle, c'est toi qui la suis, là, elle est cliente de toi. Pas la bannière, c'est cliente de toi-même. Fait que, des erreurs que j'ai, pas des erreurs, mais quelque chose que moi j'ai vu que je n'aurais pas fait, puis que je ne conseille pas, c'est de trop blender son identité avec la bannière que tu représentes. Comme c'est bien, il faut que tu la présentes parce que c'est vraiment important, puis il faut que tu sois transparent avec ton client, mais souviens-toi que ton client, c'est vraiment toi, avec toi qui as envie de faire affaire, c'est toi qui achètes. Puis si éventuellement tu changes de bannière, tu n'as pas envie de créer plus d'insécurité en ayant vendu tellement cette bannière-là. Fait que ça serait mon conseil de quelqu'un qui se part en tant que conseiller. Puis je sais qu'il y en a beaucoup parce que les compagnies recrutent, ils en ont besoin en ce moment. Fait que il y a tellement de monde dans mon entourage pendant la pandémie qui était comme en restauration qui se sont allés plus en conseiller. Fait que je sais que ça va arriver. Puis quand tu connais pas trop le domaine,
ça peut sembler comme une opportunité incroyable, mais l'affaire, c'est qu'il y a que des opportunités incroyables dans le domaine, honnêtement. Genre, sont toutes les bannières, là, ça va dépendre de ce qui fonctionne le plus pour toi, puis tu le sauras pas tout de suite. T'sais, tu vas commencer à quelque part. Essaie pas non plus de la trouver d'avance, là, la meilleure bannière. C'est quasiment ça un peu j'ai fait en travaillant dans plein de cabinets, mais commence, forme-toi, puis tu vas apprendre les autres. Tu vas savoir si tu es au bon endroit ou s'il faut que tu changes, puis rendu là, travaille à développer ton caractère, puis le rôle que tu as envers ton client, plus que de t'appuyer un peu sur la bannière, puis sur le fait qu'elle va probablement plus parler parce que les gens, ta clientèle vont avoir plus entendu parler de la bannière que de toi, probablement, mais pas essayer de l'utiliser trop comme... de mettre de l'avant la bannière, mais mettre-toi plus de l'avant, c'est ça? Exactement. Puis sinon, coach d'affaires, plus, un conseil que je dirais à quelqu'un qui peut se partir en coach d'affaires, c'est un conseil vraiment de moi, là. Fait que c'est à prendre ou à laisser, mais je pense pas qu'on peut être coach d'affaires sans vraiment d'expérience. Ça, je suis d'accord. C'est un point que je vais toucher après. Ouais. Ah, super. Mais ouais, je pense qu'il faut être assez humble avec soi-même à se demander si on est prêt à l'être. Puis aussi, j'écoutais Guillaume Duluth, je ne sais pas si vous savez c'est qui. J'aime bien, neuropsychologue québécois. J'ai essayé de l'avoir à l'émission, je ne l'ai pas eu, mais je vais sûrement l'avoir la saison prochaine, j'espère. Puis il expliquait que lui, ça fait 10 ans qu'il est neuropsychologue, puis il coach beaucoup d'athlètes. C'était un athlète. Il dit quand il y a des clients des fois qui vont t'approcher, puis je vais savoir que je ne serai pas prêt à coacher cette personne-là parce que je suis comme impressionnée par elle. Où ouais, fait que je pense que c'est important vraiment d'être honnête avec soi si on se part en tant que coach. Il faut avoir de l'expérience, il faut que tu saches que tu vas pouvoir apporter quelque chose à certaines personnes. Puis après, de savoir c'est qui ces personnes-là, parce que tu ne pourras pas l'apporter à tout le monde. Là. Fait que vraiment, si tu veux partir coach, d'avoir de l'expérience, ça ne va pas suffire de bien parler. Puis de bien t'exprimer, puis d'avoir lu tellement de livres. Il faut que tu aies de l'expérience dans le chapeau, sinon ça va te peser sa tête, là, de donner des conseils d'affaires de même, puis que, tu sais... Ben oui, tu l'as jamais fait toi-même, c'est comme... Ouais, c'est ça. Puis deuxièmement, de vraiment prendre des clients pas que tu n'es pas impressionné par eux, mais tu sens que ça va pouvoir vraiment être une relation d'affaires, puis que tu ne vas pas être en train de closer un deal, justement. Là, ou d'essayer de te closer toi-même, de dire comment je vais être assez hot pour qu'elle me veuille. C'est comme non, il faut déjà que tu te sentes déjà que tu aies beaucoup à apporter. C'est exactement ça. Puis, c'est un beau domaine, mais en même temps, il y a beaucoup d'imposteurs. Il y en a qui vont dire c'est facile de se dire coach d'affaires, mais à un moment donné, ces gens-là, faut que tu fasses un background check sur cette personne-là. Est-ce qu'ils ont vraiment eu 3, 4 ans, 5 ans d'expérience d'entreprise sur le marché, tu sais? Pas juste se dire, moi, j'ai lu 10 livres en entrepreneuriat, je connais tous les concepts, puis je suis capable de charger quelqu'un de l'heure, tu sais. Non, moi, je me sentirais vraiment mal de charger quelqu'un. On dirait que je suis en train de littéralement fourrer quelqu'un, là. Fait que, moi, je ferais pas ça, là. Mais, c'est ça, faut faire attention. Fait que, faire un background check... Ouais, je pense que je vais résumer ça. Puis j'ai jamais fait affaire avec un coach d'affaires. J'en ai reçu en entrevue, par exemple. Je la trouvais vraiment fine. Je l'avais reçu pour nous expliquer comment donner une augmentation de salaire. Puis, quand elle est bonne. Tu sais, moi, je me suis dit, qu'est-ce qu'elle va bien pouvoir dire? Mais mettons, en 7 minutes, là, c'est long, là, expliquer comment donner une... C'est beaucoup de temps pour dire comment donner une augmentation de salaire, mais tu arrives avec 3 trucs concrets, des chiffres, puis c'était très distinct. Je peux les redire, je m'en souviens. Le premier, c'était parler de l'inflation. Le deuxième, parler des compétences que tu as acquis. Troisième, c'est ça que j'avais trouvé donc. Les compétences que tu as acquis. Puis le troisième, c'était de faire la liste des tâches que tu avais quand tu es arrivé, puis les tâches que tu as en ce moment. Genre. En tout cas, j'avais trouvé bonne. C'était la première saison. Je pense que c'est encore sur notre Facebook. Mais je l'avais trouvé bonne dans ces trucs qu'elle avait dit, mais on voit qu'elle avait son expertise. Je me souviens pas c'était laquelle, c'était genre 3 ans. Mais en tant que coach d'affaires, j'imagine qu'il y en a qui vont avoir leur expertise aussi. Fait que quelqu'un qui se part en tant que coach d'affaires, de savoir c'est quoi
ton expertise, ta valeur ajoutée. T'sais, comme je ne suis pas coach d'affaires, là, mais je sais que quand j'aide les chroniqueurs de l'émission, on a des chroniqueurs, quand je les aide à créer leur chronique, je n'aide pas tout le monde, mais il y en a qui me l'ont demandé. C'est des gens qui connaissent très bien leur sujet, là, mais en 10 minutes, je leur sors le résumé. Parce qu'eux, ils m'arrivent avec des chroniques, sinon de 3, 4, 5 minutes. Moi, je veux en 1 minute, puis que ça soit de même. Mais quand tu connais tellement bien ton sujet, des fois, ça devient difficile d'enlever le superflu. Fait que je sais que je les coach dans ça, même si souvent, ils sont beaucoup plus vieux que moi. Mais ils me le disent, ils disent, mais Marianne, c'est vraiment bon, comme j'aurais pas été capable d'arriver avec de quoi aussi rapidement. Je comprends pourquoi tu fais qu'est-ce que tu fais. Fait que, tu sais, ça, c'est un indice de je me sentirais vraiment à l'aise d'aider des gens, justement, peut-être en service financier ou. Ouais, service financier, c'est vraiment là-dedans que j'ai mon expertise, à créer du contenu ou à rendre leurs documents pour leurs clients plus clairs, plus droit au but, sans rien manquer, parce que je sais qu'on manque rien d'important parce que je le connais aussi, le sujet. Si je le connaissais pas, là, je pourrais passer à côté de quoi d'important. Non, c'est clair. En fait, non, mais c'est correct. Écoute, moi, le temps, comme je t'ai dit, ça peut durer entre 1h30, 2 heures des fois. Là. C'est sûr que là, on est dans le cadre du RDA Canada. Fait qu'1h30, mettons, c'est chill. Mais c'est ça, je voulais dire. Tu sais, j'ai fait affaire pas mal avec des mentors dans mon passé, puis actuellement, puis des coachs d'affaires et tout ça. Il y en a qui ça a super bien fonctionné, la connexion était là, puis il y en a qui ça a vraiment pas fonctionné, zéro. Des fois, l'approche est différente, puis c'est vraiment ça, tu sais, parce que les connaissances restent les mêmes à un moment donné. Tu connais bon, les bases et tout ça, et des chiffres et tout ça. À un moment donné, tu connais quand même bien ton sujet, mais c'est comment tu l'approches avec tes clients que là, tu peux vraiment t'amener ta plus-value, je crois. Est-ce que tu penses que je peux te demander c'est quoi qui a moins fonctionné avec certains coachs d'affaires? Moi, ça a été avec la personnalité de la personne. Moi, je m'entends moins bien que quelqu'un qui est genre salesy, qui essaye de pogner les gens, de faire de la vente à pression. Je l'ai vécu plein de fois à un moment donné pour la formation. Puis si tu veux te faire haïr, vends-moi un produit par pression, tu sais. Puis j'ai pas été, dans le fond, tombé en amour avec ces gens-là. Il y en a qui aiment ça, ce genre d'approche-là. Aucunement capable. Donc ça a été très difficile. Puis des fois, ben, étant donné que je suis assez jeune, des fois, la réalité de ces coachs d'affaires-là qui sont un peu plus vieux, c'est pas la même réalité des gens. Donc, tu sais, qui mettaient pas aussi d'emphase que je fais en ce moment sur les réseaux sociaux. Je mettais beaucoup plus d'emphase sur les réseaux sociaux. Puis ils disaient, ouais, mais c'est quoi ton ROI? Ben, c'est difficile à dire, mais je sais que c'est important d'avoir une présence. T'sais. Fait que, tu sais, tous des petits trucs comme ça, je dis, ouais, ok, on est peut-être pas sur la même longueur d'onde. Hein. Donc, je dirais que c'est ça. Non, ça fait du sens que ça fonctionnait pas à ce moment-là. Ben, c'est ça, tu sais. Fait que c'est correct, j'en ai pas eu des bons, j'en ai pas eu des moins bons. Mais je vais me permettre de dire, de revenir sur Guillaume Duluth parce que j'ai son livre en ce moment, fait que j'ai de son contenu en tête, là, puis ça me fait penser, lui, il parle dans son livre, puis je sais qu'il coach aussi justement des coachs d'affaires, des gens qui sont en coaching. Okay. Il explique dans son livre que les principes de communication, là, je veux dire que, tu sais, je redis qu'est-ce que j'ai lu, mais lui, comme il a écrit, il a une maîtrise, il a un doctorat, puis, tu sais, peut-être juste lire le livre pour être certaine que c'est exact, là. Mais je vais rester dans le très simple, que les mécanismes de communication qu'on connaît aujourd'hui, ben, de la manière qu'on les décrit, sont beaucoup plus simples que comment ils sont en réalité. Fait que, tu sais, quand on parle des couleurs de personnalité, de regarder la personne dans les yeux, de faire de l'écoute active, tu sais, de répéter qu'est-ce qu'elle a dit, c'est pas que c'est mauvais, c'est vrai, c'est bon, mais c'est très de base. Puis les relations humaines, puis les communications qu'on a ont des procédés beaucoup plus complexes sur le moment même, pendant qu'on se parle en ce moment. Puis ça, on ne l'a pas vraiment découvert encore. Lui, il travaille beaucoup là-dessus. Ça a l'air d'être quelque chose en neuropsychologie qui commence à prendre de plus en plus d'importance. Puis il explique dans son livre qu'il faut arriver à connecter, que si tu essaies trop d'appliquer ces concepts-là qu'on nous a toujours appris, ça paraît, puis ça crée vraiment de l'inconfort chez la personne à qui tu es en train de parler, comme un peu, j'imagine, ce que tu me disais. Tu sais, ça paraît quand la personne, elle essaie trop de te vendre quelque chose ou qu'elle essaie trop d'avoir tu sais, poser des questions ouvertes. C'est vrai que c'est bon, mais il y a comme tout un autre mécanisme en arrière pour que ça devienne une question ouverte, fluide, et pas comme faut que je pose une question ouverte parce que c'est un mécanisme de communication qui va aider à établir
Fait que, en tout cas, s'il y a des gens je pense n'importe qui est dans le domaine de relations d'aide, dans le public, même, tu sais, service à la clientèle ou dans le coaching, je pense que c'est un très bon livre. Ça s'appelle Je suis un chercheur d'or. Wow, OK. Ouais, puis c'est honnêtement une découverte. Moi, je l'avais comme acheté parce que je voulais le recevoir à mon émission. Fait que je me suis dit, je vais acheter le livre. Puis j'achète tous les livres des gens que je veux recevoir à l'émission. La plupart, je les trouve bons. Mais là, j'ai vraiment accroché une très belle plume. Je pense que ça peut aider n'importe qui aime les communications puis qui doivent les utiliser dans leur de manière professionnelle. De manière personnelle aussi, ça doit aider, mais là, on est dans le professionnel. Fait que... Non, exact, c'est tout un domaine, ben c'est ça, nébuleux. Puis des fois, les conseils qu'on peut recevoir, moi, ce que j'ai vécu dans des expériences de coach d'affaires, c'est que c'était très général. Des fois, que c'est des comme, ok, mais intuitivement, je le sais qu'il faut que je regarde le monde dans les yeux. Tu sais, c'est genre, il faut que j'aille une rétroaction active, il faut que je shake la main, il faut que j'aille voir la main. Tu sais, des choses un petit peu banales, mais des fois, il y a du monde qui approche différemment, qui apporte du knowledge que j'étais pas au courant. Puis là, c'est là que la connexion s'est faite. Fait que, tu sais, tout le monde aussi. Bon, moins ou plus d'expérience, disons, en développement personnel. Fait que c'est ça. C'est un beau domaine, mais il faut vraiment avoir un beau background, puis être sûr, puis ne pas être un imposteur dans ce domaine-là. Ouais, puis la dernière fois que je vais ajouter, qui est encore dans son livre, c'est qu'il parle, il y a un chapitre qui c'est sur la conscience, puis il parle de la conscience. Ce qu'on connaît de la conscience, surtout en ce moment, c'est qu'elle la conscience puis l'inconscience, pardon. Okay. Quand que tu fais quelque chose, par exemple, que tu es dans l'inconscience, ça peut être, par exemple, si tu conduis. Si tu conduis, tu sais, ta conscience, elle n'a pas besoin d'être à 100% sur la route parce que c'est quelque chose que ça devient tellement un automatisme que tu peux conduire en même temps de penser à la réunion que tu vas voir, au speech que tu vas donner, etc. Conduire ne demande pas énormément d'énergie en tant que tel. C'est pour ça que j'imagine si on se vise la tête sans dire un tour de l'île d'Orléans. Puis, quand ta conscience est allumée, ben, ça demande plus d'énergie parce que, admettons la discussion qu'on a en ce moment, je ne peux pas être en même temps en train de penser à qu'est-ce que je vais faire à souper ce soir puis de m'imaginer le processus dans ma tête. Non, mon attention, elle est 100% consciemment envers toi. Et ça demande beaucoup plus d'énergie. Fait que c'est sûr que quand on est en coaching, pour éviter, pas de se brûler, mais de ne pas avoir l'énergie pour être 100% avec la personne à qui tu es en train de parler, ou juste moi, quand je donne les entrevues, il faut que je sois à 100% là. Je pense que c'est important d'être conscient. D'être conscient, c'est pas pour faire un jeu de mots, mais d'être conscient du fait que ça peut pas être un processus appris. Ça va être différent à chaque interaction que tu vas avoir. Quand tu conduis, quand tu vas mettre ton flasheur, ça va toujours être en même place. Mais le bon moment où placer le bon mot dans la discussion pour arriver à établir une connexion, ça va comme pas s'apprendre, tu sais. Exactement. Plus avec du travail que tu vas faire sur toi, puis vraiment d'arriver à pas essayer d'être en train de vendre quelque chose, mais d'établir un vrai c'est une belle chose, ça. C'était très bien expliqué, il y avait beaucoup de détails, mais j'ai compris l'essentiel, puis je pense que notre auditoire a bien compris. C'était une belle entrevue, puis tu sais, ça me fait penser, c'est ça, tu sais, l'entrepreneuriat, c'est un beau domaine. Je le conseille à n'importe qui de se lancer puis d'essayer au moins. Peut-être que tu vas haïr ça, peut-être que tu vas aimer ça, mais si tu as aimé ça, tu sais quoi faire, tu sais. Ouais, puis vu qu'on s'en va vers la fin, là, tu sais, je dirais, justement, si t'aimes pas ça, mais t'as pas trop de pression à continuer, tu sais. Genre, je sais, le public, ben c'est ça, j'ai écouté ton podcast, là, mais là, je pense que c'est comme pour une série, là. Ouais, c'est un petit peu différent, mais écoute, on se fait une autre entrevue si jamais ça tente, là, dans le cadre de mon Chasseur Business. Ça vous fera plaisir, mais si c'est des gens un peu, tu sais, dans la vingtaine et des trentaines, là, ben c'est ça, d'essayer des choses, de donner son 100%, mais de ne pas hésiter à changer de cap parce que oui, tu sais, c'est vrai, Pierre-Yves McSween, il en parle aussi dans son livre, tu sais, le monde, les jeunes, mettons, on pense pas à nos finances jusqu'à ce qu'on ait 35, 40, puis que là, on se mette à économiser, mais c'est pas ça qu'on devrait faire, tu sais, on devrait commencer à penser à nos finances tout de suite, puis trouver à pouvoir se relaxer un peu plus tard, mais
faut pas non plus tomber dans « Oh my God, il faut tellement que je fasse du cash là, dans ma vingtaine, puis blablabla. » Parce que si tu mets trop ça comme objectif, que tu utilises n'importe quel moyen pour le faire, tu vas te brûler. Oui, pense à ton avenir, mais faut surtout que tu trouves qu'est-ce que tu aimes pour justement pas te brûler dans tes 10-15 premières années d'être sur le marché du travail. À un moment donné, si tu t'empêches de vivre, on a juste une vingtaine aussi. Là. À un moment donné, il faut que tu essayes. C'est correct que c'est une entreprise, à un moment donné, pour que tu t'empêches de sortir une fois de temps en temps, de voir tes amis et tout ça, parce qu'à un moment donné, tu vas peut-être le regretter. Puis même si, mettons, tu es rendu à 35 ans, puis que là, tu es rendu avec beaucoup de temps, puis que tu as un bon revenu et tout ça, puis tu es capable de vivre, mais que toi, tes autres amis, eux, ils ne vivent pas la même réalité. Puis là, t'es quand même tout seul, tu sais. Ouais, mais l'affaire, c'est que je pense que le message de Pierre-Yves, il est excellent, puis je comprends ce qu'il veut dire dans le sens que c'est tellement facile de tomber dans la surconsommation, puis c'est le moment de dire est-ce que tu as envie de sortir ou c'est juste la pression sociale qui fait. Mais c'est tellement complexe tout ça, mais je suis vraiment d'accord avec toi. C'est juste que je pense que c'est beaucoup trop facile de tomber dans la surconsommation à notre âge. Parce que, tu sais, moi, je suis hyper sensibilisée à ça. J'essaie tout le temps d'être le plus représentative possible dans vraiment ce que je fais puis dans mes finances par rapport à ce que je présente. C'est quand même difficile malgré ça, malgré tout ce que j'ai comme background scolaire puis avec l'émission et tout. Fait que, tu sais, j'imagine pas pour des gens qui se mettent pas comme ça en priorité au niveau de leur représentation. Ça peut être trop facile, je pense. Puis je sais qu'on termine là, mais moi, ça me fait capoter là, à quel point on est encore en train de produire tellement de choses. Là. Peut-être qu'on en reparlera un autre. La surconsommation, oui. Oui, mais tu sais, comme j'achetais des bougies, puis j'étais là, mais pourquoi? Puis là, j'ai commencé à mettre des fleurs dans mes pots de bougies parce que je traîne mes pots de bougies depuis, ça doit faire 2 ans, j'ai pris, tu sais, ils sont finis, là, les bougies sont brûlées, mais je me dis, mais le pot est tellement beau. T'as gardé le pot, OK. C'est ça, tu sais, là, j'ai mis des fleurs dedans dernièrement, mais ça me fait encore capoter que je m'en vais au magasin puis qu'il y a plein de pots de bougies comme on consomme tellement, là, puis je pense qu'il va falloir des entrepreneurs, ben il y en a déjà, là, qui comprennent que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, puis on n'est pas en train de rien créer, on est en train de tout transformer. Fait qu'est-ce que vous voulez, tu sais, transformer nos ressources en trucs qui polluent notre planète, puis qui vont être néfastes pour l'avenir de vos enfants? Vous avez envie de transformer des choses pour, tu sais, qui va tout plus nous faciliter la vie, là, puis pas nous créer une dette, que ce soit une dette de santé ou une dette environnementale. C'est clair. Puis, tu sais, je veux dire, notre génération, nous, puis notre génération des enfants va être impliqués dans ça de plus en plus. Donc, ce que j'aime, en fait, c'est le fun, tu sais, je veux finir sur une belle vision des choses, c'est que de plus en plus de jeunes veulent se démarrer des projets avec un impact social. Je le vois de plus en plus. Tu sais, que ce soit redonné à notre société. Tu sais, mettons, je te parle de notre regroupement d'entrepreneurs, les Cercles d'Or. On fait plein d'événements, puis c'est un OBNL, puis on redonne beaucoup aux jeunes à la relève pour les aider, donner des ressources, etc. Mais, tu sais, les profits, on réinvestit ça dans des projets sociaux. Donc, tu sais, d'aider ces gens-là, puis de penser à comment tu peux redonner à la société, d'avoir la façon de penser très capitaliste, de je garde tous mes profits pour moi, puis j'essaie de réinvestir dans des projets qui vont être le plus fructueux. Il faut laisser ça de côté, là. Il faut que tu commences à aider de plus en plus les gens autour de toi. C'est de comprendre que l'économie, c'est circulaire, fait que ça revient à un oui. Ça continue de rouler, il faut que tu donnes. Hey, c'est très cool. Hey, j'ai tellement d'autres sujets que j'aimerais discuter avec toi, mais on se le fera une autre discussion n'importe quand. Il n'y a pas de limite, là, fait que ça va être très cool. Écoutez, j'allais dire vous, là, mais on peut se tutoyer. Très cool aujourd'hui, Marianne. On s'offre ça bientôt, puis merci de ton temps aujourd'hui. Juste avant de quitter, j'aimerais juste te parler de quelques trucs. C'est bon? Absolument. Merci à toi pour ton temps. Ça fait plaisir. Salut tout le monde. On se revoit dans un nouvel épisode. Alors, ben oui, écoute, ça annonce déjà la fin de cet bel épisode. Je sais que t'en voulais plus, mais ne t'inquiète pas, on se retrouve très bientôt dans un nouvel épisode avec une nouvelle invitée. Vraiment, avec des différents backgrounds. On va t'emmener beaucoup de contenu et je crois que ça va t'intéresser encore plus. C'est grâce à toi qui nous écoute en ce moment qu'on peut développer des beaux projets comme ça, puis de partager ma passion pour l'entrepreneuriat, d'avoir des belles discussions aussi profondes que ça dans ce beau médium qui s'appelle le podcast. C'est donc de discuter avec des gens de différentes communautés, de différentes cultures. C'est ça qui me passionne. Et bien sûr, d'échanger sur la business, le monde des affaires et de l'entrepreneuriat. Et donc, si jamais tu veux plus de contenu, n'hésite pas à aller rejoindre, dans le fond, les réseaux sociaux de Ready Canada et bien sûr du podcast Entre 15 Tentes.
on se revoit très bientôt dans un nouvel épisode.